Alors. Bonjour à tous, je suis désolé pour le retard. Je suis allé à votre institut de kiné. Je trouvais ça bizarre parce que l'an dernier c'était ici le cours. Voilà, bon, désolé. Je fais une petite pause un peu rallongée. Donc je m'appelle François, je suis un des chefs de clinique du service de médecine physique et de réadaptation au CHU La Péronie à Montpellier. Donc j'espère vous voir dans le service en stage. Vous êtes les bienvenus. Donc on va parler aujourd'hui de rééducation du membre supérieur hémiplégique ou hémiparétique suite à un accident vasculaire cérébral. Après on parlera d'objets connectés. Vous voyez, ceux qui sont dans ma salle, je suis connecté, vous verrez. C'est les actimètres, on en parlera. Ok. Donc vous n'hésitez pas à m'interrompre ceux du coup qui sont dans ma salle. S'il y a des questions, d'accord. L'idée c'est que ça soit interactif et que voilà, qu'on échange surtout. Donc bon, des rappels, vous êtes en 3e ou 4e, je sais plus. 4e. Donc vous avez déjà eu des patients hémiplégiques dans vos stages, j'imagine. Non? Pas trop. Qui c'est qui en a déjà pris en charge des patients dans ma salle là? Levez le bras. Ouais, un petit tiers. Ok. Vous faites la distinction entre hémiplégie et hémiparésie ou pas? Ouais, ça va? Ok. Donc vous savez que les AVC, c'est la première cause de handicap acquis après chez l'adulte. C'est la 3e cause de mortalité en France. Il y a environ 130 000 nouveaux cas par an en France. Et donc ça correspond en fait à un déficit neurologique focal avec sans autre cause apparente, d'accord, sans atteinte par exemple de la substance blanche qui pourrait faire penser à une sclérose en plaques notamment. Et c'est une cause vasculaire, accident vasculaire cérébral. Donc on va revoir, il y a deux types d'AVC, deux grands types d'AVC. Et donc plus on augmente dans l'âge, plus le risque d'incidence augmente. Mais il faut savoir qu'on a aussi des sujets jeunes, même des fois une trentaine d'années, qui font des AVC. Mais la majorité en fait c'est après 65 ans. Et vous voyez, plus de 50% des personnes de plus de 75 ans. Donc quand on fait un premier accident vasculaire cérébral, on est à risque d'en faire un nouveau, souvent parce qu'il y a des facteurs de risque, on va le revoir, d'AVC. Donc des facteurs de risque cardiovasculaires, je ne sais pas si vous avez fait un peu de vascu, l'hypertension artérielle, dyslipidémie, diabète notamment, tabagisme actif. Donc quelques petites définitions avant de parler de rééducation pour poser un peu les bases. L'hémiplégie, donc c'est un déficit moteur pur en fait d'un hémicorps. Ici vous avez représenté sur le diagramme la figure de droite les différents types d'atteintes. Donc vous voyez, quand on a une atteinte du cortex moteur pur en fait au niveau frontal, au niveau de la corde frontale ici, à ce niveau-là, on va avoir seulement une atteinte monomotrice au niveau du membre inférieur contralatéral à la lésion, d'accord. Après, on peut avoir une atteinte de seulement l'hémiface et le membre supérieur, ou totalement l'hémiparésie. Donc l'hémiparésie, c'est lorsqu'on a une force qui est résiduelle. Vous savez, la force, on la cote de 0 à 5. Donc on parle d'hémiplégie quand on est vraiment à 0 sur la cotation MRC. Sachant que normalement la cotation MRC c'est plus une échelle normalement qui est utilisée pour les déficits périphériques et on l'utilise à tort de façon élargie pour les déficits centraux. Ici, donc ça c'est la substance grise en fait qui est en périphérie. Après on a donc qui est composée par les corps cellulaires des neurones. Et ici on a la substance blanche où il y a les axones. Et ici vous voyez il y a des zones hyper importantes qu'on appelle les noyaux gris, notamment la capsule interne qui est entre ces noyaux gris centraux. Et en fait, il suffit d'avoir un tout petit spot, un petit AVC à ce niveau-là, et on peut avoir un déficit moteur vraiment complet. Donc en fait, vous voyez, c'est pas proportionnel forcément à l'étendue de la lésion. Des fois, il suffit juste d'un petit spot, un petit AVC mal placé en fait, et on peut avoir un déficit complet. Alors que si on avait il y a des patients qui ont un hémisphère complètement grillé, et pour autant, ils ont quand même une force ou une sensibilité préservée partiellement. D'accord ? Donc ça c'est important dès qu'on a ces atteintes un peu plus profondes. Donc ça c'est plus quand il y a par exemple de l'hypertension artérielle, ça va donner plutôt des atteintes, des AVC profonds. D'accord ? Par microangiopathie, en fait c'est les vaisseaux cérébraux profonds qui souffrent et du coup on va avoir à l'IRM des petits pétéchies, des petits hématomes.
Après, on peut avoir des atteintes du tronc cérébral. Et notamment, on peut avoir, vous savez, les locked-in syndrome. Quand on a une atteinte du tronc cérébral, on peut avoir des patients locked-in où en fait, c'est des patients qui vont avoir une tétraparésie ou tétraplégie. Et souvent, ils ont certains nerfs crâniens qui sont préservés, notamment la verticalité du regard. Je ne sais pas si vous avez vu ou lu le film, enfin le bouquin Le Scaphandre et le Papillon, je vous invite à le lire. C'est un patient qui était atteint c'est Dominique Bobby qui était rédacteur en chef du magazine Elle dans les années 90, qui a été victime d'un AVC, je crois, ou d'un traumatisme cérébral, et qui était locked-in syndrome, et il a écrit un livre juste avec le clignement des yeux, d'accord ? C'est des patients qui sont tout à fait conscients, ils sont enfermés dans leur corps, en fait, et ils communiquent juste, en fait, avec souvent le regard, et des fois, ils ont une petite motricité résiduelle, d'accord ? Donc ça, c'est quand on a une atteinte au niveau du tronc cérébral, et après, on peut avoir des atteintes au niveau de la moelle également, qui est le prolongement du système nerveux central, de l'encéphale. Et vous voyez, en fonction de l'atteinte, si c'est une atteinte cervicale haute, on va avoir une tétraplégie. Si c'est plutôt thoracique ou lombaire bas, on va avoir plutôt une atteinte, une paraplégie ou paraparésie. On peut avoir des AVC, des accidents, c'est pas des AVC, c'est des accidents vasculaires au niveau de la moelle. Hein. Il y a des patients, surtout si vous verrez, si vous traînez un peu en chirurgie vasculaire, parfois ils sectionnent ou ils abîment l'artère d'Adamkiewicz, et on a des patients en fait qui font des ischémies médulaires et qui deviennent paraplégiques ou tétraplégiques si c'est haut. Enfin, quand c'est une atteinte de l'Adamkiewicz, c'est plutôt paraplégie, c'est une artère qui est assez basse. Et du coup, on peut avoir des ischémies médulaires, d'accord ? Donc ça arrive souvent, enfin ça arrive malheureusement pas souvent, mais ça arrive quand même assez régulièrement dans les suites de chirurgie, notamment de l'aorte, en chirurgie vasculaire. Donc voilà, donc ce qui est touché en fait, c'est la voie pyramidale ou le faisceau cortico-spinal, d'accord ? Tout ce faisceau-là, qui part du cortex, cortico-spinal, la moelle, d'accord ? Donc on va avoir une atteinte pyramidale ou cortico-spinale, donc c'est le syndrome pyramidal que vous connaissez ? Il y a quoi dans le syndrome pyramidal ? Je suis un peu sourd, je suis vieux, faut me parler fort. Ceux qui sont dans ma salle, vous n'avez pas de chance. Les autres ils se cachent dans les autres salles, mais vous... C'est quoi qu'est-ce qu'il y a dans le syndrome pyramidal ? Déficit moteur, ouais, et il y a quoi d'autre ? Sensitif, tu peux avoir associé, ouais, mais c'est pas vraiment la voie cortico-spinale, c'est une autre voie à côté. C'est quand tu as les voies sensitives à côté qui sont touchées. Hein ? Non, au contraire, tu vas avoir une hypereffexité, ce qu'on appelle la spasticité. Vous allez avoir une augmentation du réflexe en fait myotatique à l'étirement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la spasticité ou l'hypertonie spastique, à ne pas confondre avec l'hypertonie plastique du syndrome parkinsonien. Et donc là, on a un muscle qui va être spastique, et la spasticité, vous le verrez, on la cote avec une échelle qui s'appelle l'échelle d'Ashworth. Il y a l'Ashworth et l'Ashworth modifié. Maintenant, il faut plutôt utiliser l'Ashworth modifié. ASHWORTH. Voilà. Ça va pour ces atteintes ? Vous voyez, donc en fonction vraiment de l'atteinte, que ce soit sur le cortex ou après sur le trajet du faisceau cortico-spinal, on va avoir des formes différentes de déficit moteur. Ok ? Donc après, ça c'est ce que je vous ai dit, on a l'hémiplégie corticale quand c'est le cortex qui est touché, et l'hémiplégie capsulaire quand on a la capsule ici, les noyaux gris profonds, ici. La capsule, en fait, c'est ce petit passage des axones, en fait, vous voyez, entre les noyaux gris centraux qui sont ici. Et en fait, quand on a juste un petit AVC ici, on peut vraiment avoir un déficit complet. Parce que vous voyez, c'est le lieu où tous les axones se retrouvent pour ensuite partir après dans le tronc cérébral et après au niveau de la moelle. Donc quand on a une hémiplégie corticale au niveau du cortex cérébral, on va avoir une paralysie qui est partielle et incomplète, c'est-à-dire seulement les territoires qui sont touchés par l'AVC. D'accord ? Donc vous voyez, si on a la face interne du cortex frontal, on aura, que je vous l'ai montré tout à l'heure, que une monoparésie du membre inférieur contralatéral, mais on n'aura pas d'atteinte du membre supérieur. Si on a une atteinte ici au niveau du membre supérieur, la représentation somatotopique du membre supérieur, on aura un déficit au niveau du bras, et éventuellement de la face, s'il y a des aires de la face qui sont touchées. Et si tout l'hémisphère est touché, on aura vraiment la lésion proportionnelle là, de tout l'hémicorps. Ok ? L'hémiplégie capsulaire, donc là, c'est ce qu'on appelle les atteintes non proportionnelles. Alors, c'est quand on a une atteinte au membre supérieur, et la proportionnelle, c'est quand l'atteinte, elle va être plus distale, alors que le patient, il a une commande motrice volontaire préservée au niveau proximal. Souvent, vous verrez, les patients, ils ont souvent un déficit plutôt distal au niveau de la main,
et ils ont une atteinte plutôt proximale. Le fait d'avoir une atteinte distale, en fait, assez importante d'emblée, c'est un peu de moins bon pronostic. Et si rapidement, en fait, vous voyez que le patient récupère l'extension des doigts, l'extension du poignet, ça, c'est des facteurs cliniques. À la phase aiguë, je parle vraiment dans les premières semaines, premiers mois, c'est un facteur de bonne récupération. Le fait d'avoir cette récupération assez rapide sur les extenseurs des doigts et sur les extenseurs du poignet. Ok ? Donc quand on a une atteinte non proportionnelle, c'est-à-dire ça veut dire que quand vous voyez ça dans les dossiers, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte qui est dissociée entre la main et la partie proximale du membre supérieur. Et l'hémiplégie capsulaire, comme je vous l'ai dit, c'est une atteinte totale qui va toucher de façon proportionnelle tous les segments de membre. Donc là, on aura vraiment un patient complètement plégique, et là, le pronostic, il est moins bon. Je crois que vous avez les diapos après, non? Je sais plus, je crois. Donc, surtout écoutez. Si je vais trop vite, vous me dites aussi. Hein. Donc après, on a différents types d'AVC. Vous voyez la différence entre AVC et AIT, accident ischémique transitoire ou pas? T'as hoché de la tête devant. Si t'as hoché de la tête, non? Ok, bon, t'as pas hoché. Est-ce qu'il y en a qui savent la différence entre AVC et AIT? C'est dans le nom, accident ischémique transitoire. Voilà, c'est qu'en fait, on va avoir dans les AIT, on va avoir un déficit qui va être transitoire, qui va être là pendant une heure ou deux, et ensuite qui va partir, et on va rien voir à l'IRM. Ça, c'est important, d'accord? Il n'y aura aucune lésion visible, comme tu l'as dit. Ça va être par exemple, c'est souvent des accidents ischémiques et plutôt qu'hémorragiques, parce que si tu as une hémorragie, elle va rester. Donc c'est un caillot qui va boucher transitoirement une petite artère, et on va avoir un déficit soit de la main, soit de la parole, et ça va durer que quelques heures et ça va disparaître. Ça par contre, si vous avez un patient qui a ça en rééducation, il faut prévenir le médecin de façon urgente, parce que c'est un peu la sonnette d'alarme qui dit attention, il va y avoir un gros AVC derrière. Ok. Donc quand les patients ils font des crises d'AIT, c'est-à-dire qu'ils font plusieurs AIT successivement. Ça c'est un peu c'est l'urgence, d'accord. Faut tout de suite l'adresser en neurologie et éventuellement faire une thrombolyse, regarder, mettre des anticoagulants pour éviter l'AVC, d'accord. Faire surtout une IRM et voir s'il y a une sténose ou des calculs quelque part. D'accord. Donc si vous avez un patient qui a un déficit moteur, sensitif, une dysarthrie, un trouble de déglutition qui apparaît et qui disparaît de façon transitoire, c'est une urgence, hein, vous prévenez votre médecin, notamment quand il a déjà fait des AVC, je vous l'ai dit, ils sont à risque d'en refaire. Ok. Donc ça c'est AIT, et ce qui est important des AIT, c'est à l'imagerie, on ne voit pas de lésion du parenchyme cérébral. Contrairement à l'AVC, où là on va voir soit la zone ischémiée, soit la zone avec le sang, l'hémorragie. Ok. Donc la cause ischémique, l'ischémie c'est un défaut de perfusion en fait de votre cerveau, d'accord. C'est soit une artère qui s'est bouchée par un caillot qui est parti du cœur, soit c'est une sténose qui s'est formée des vaisseaux au cours du temps avec les plaques d'athérome, hein, et ça représente 80% des cas. Donc la cause, l'athérosclérose, c'est la cause la plus fréquente d'AVC ischémique, c'est le dépôt de plaques qui vont progressivement réduire la lumière de vos vaisseaux et entraîner un défaut de perfusion. Donc les facteurs de risque cardiovasculaire, vous les connaissez, c'est l'HTA, tabac, dyslipidémie, donc c'est hypertriglycéridémie, hypercholestérolémie, etc. L'âge et le sexe masculin. Après, on peut avoir une cause embolique. Là, c'est quand c'est un caillot qui part soit d'une artère un peu plus proximale, soit du cœur, d'accord. Et là, on peut avoir soit des causes inflammatoires, ça j'en passe, mais on peut avoir des dissections de carotide aussi avec un caillot qui va partir au niveau du cerveau. Ok. Ou alors des défauts de coagulation avec des patients qui coagulent trop et du coup qui forment plus facilement des caillots. Et après, il y a certains troubles du rythme cardiaque qui peuvent entraîner, comme la LACFA, vous verrez, l'arythmie cardiaque. En fait, ça favorise la formation de caillots dans votre cœur, et ensuite ces caillots partent dans le cerveau. Pardon. Après, on a les AVC hémorragiques, c'est 20% des cas. Et là, je vous ai dit, le facteur de risque le plus fréquent, c'est l'hypertension artérielle. Donc c'est important vraiment de réguler la tension de vos patients. Et après, parfois, on peut avoir des malformations vasculaires, et ça, on peut l'avoir chez les sujets jeunes. Moi, j'ai eu des patients de 18 ans qui faisaient des ruptures de malformations vasculaires de façon brutale et qui étaient en état végétatif. Hein. Donc voilà, ça peut arriver à tout âge, malheureusement. Et c'est des céphalées souvent en coup de tonnerre. Donc si ça vous arrive et que vous n'avez pas de migraine d'habitude, n'hésitez pas à consulter.
Donc c'est vraiment les céphalées en coup de tonnerre et après c'est l'anévrisme qui grossit et qui pousse certaines zones du cerveau qui provoque les céphalées. Et comme vous voyez sur cette figure, on a les deux représentations. Les AVC ischémiques, c'est souvent des AVC plutôt superficiels qui touchent le cortex, aussi bien sûr un peu avec l'œdème, la partie un peu plus profonde, le parenchyme. Alors que les accidents hémorragiques, c'est souvent comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des AVC profonds. C'est l'atteinte des micro-vaisseaux, en fait, ce qu'on appelle la microangiopathie. Et en fait, ces petits vaisseaux, ils sont plus sensibles à l'hypertension artérielle, ils vont péter. Et en fait, ça va entraîner ce qu'on appelle des pétéchies, des petits saignements un peu. Et des fois, ça peut être des gros saignements. Et on va le voir, en fait, sur l'IRM, il y aura plein de petits spots un peu profonds. Et ça correspond, en fait, à des saignements, des ruptures de petits vaisseaux. Donc ça, je vous le remets globalement. En fonction des territoires, en fait, vous savez, le cerveau, il est irrigué par tout un réseau d'artères. Et en fonction de la localisation de l'ischémie, si c'est telle ou telle artère, vous voyez, si c'est l'artère cérébrale moyenne, ce qui est la plus fréquente, si ça touche plutôt l'hémisphère droit, on va avoir un déficit, bien sûr, hémicorporel à gauche. On va avoir une HLH. Vous savez ce que c'est l'HLH? C'est l'hémianopsie latérale homonyme. En fait, c'est le patient, il va pas voir, si l'AVC il est à droite, il va pas voir tout ce qui se passe à gauche. D'accord? Donc quand vous allez faire bouger vos doigts devant lui, il va voir les doigts bouger à droite si l'AVC il est à droite, mais par contre il verra pas à gauche. Ok? Et inversement, côté gauche. Et par contre, ce qui est très important, on a tous, vous savez, un hémisphère majeur et un hémisphère mineur. La plupart d'entre vous, je pense que vous êtes droitier. Et en fait, votre hémisphère majeur, c'est lequel? Le gauche. D'accord? Et en fait, si vous avez une atteinte de l'hémisphère mineur, donc l'hémisphère droit, on a ce qu'on appelle le syndrome de l'hémisphère mineur. Et ça va entraîner quelque chose qui va être très invalidant pour vous, les kinésithérapeutes, et nous, les médecins qui nous occupons de ces patients, c'est l'héminégligence. On va y revenir tout à l'heure. L'héminégligence, en fait, c'est que le patient, il va négliger tout le côté gauche. Donc je répète, si vous avez une atteinte de l'hémisphère droit, si vous êtes droitier, c'est votre hémisphère mineur, normalement. Après, il y a des personnes ambidextres, mais... et du coup, si on a une atteinte de cet hémisphère droit qui est l'hémisphère mineur, on a le syndrome de l'hémisphère mineur qui est impacté par l'héminégligence. C'est ce qu'on appelle le NSU, là, négligence spatiale unilatérale. Et en fait, on peut avoir aussi une négligence visuelle, sensitive, et du coup, ça va impacter vraiment votre rééducation parce que le patient, il va pas prendre en compte son côté gauche, d'accord? Et des fois, on a des cas où même le patient, il reconnaît même pas sa main gauche. C'est comme si c'était une main qui appartenait à quelqu'un d'autre. On appelle ça l'hémiasomatognosie. Et souvent, ils ont aussi ce qu'on appelle l'anosognosie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience de leur trouble. Ils se rendent pas compte qu'en fait, tout le côté gauche ne fonctionne pas. Et par exemple, ils vont se prendre les portes, ils vont négliger, et souvent ils vont être instables. Donc ça va être vraiment très limitant pour votre éducation. Et donc, quand vous faites le champ visuel, ça c'est un moyen simple. Vous bougez vos doigts devant le patient, vous bougez à gauche, bizarrement il voit, contrairement à l'HLH, où il ne voyait pas. Vous bougez à droite, il va voir à la droite du patient, hein, je parle. Il voit les doigts bouger. Et si vous faites les deux doigts en même temps, à droite et à gauche, devant lui, les doigts à sa gauche, en fait, il les verra pas. D'accord? Donc ça, c'est important de faire à gauche, il voit, à droite, il voit, mais si vous faites les deux en même temps, il va pas voir le côté gauche. Et ça, c'est pareil si vous touchez son corps. Vous touchez son bras droit, il va sentir. Vous touchez son bras gauche, il va sentir. Mais vous touchez les deux en même temps, il sentira que le bras droit. Donc ça, c'est le syndrome d'héminégligence sensitif et visuel. D'accord? Et ça va être très handicapant pour la rééducation. Ça va? Et donc ça, c'est ce que je vous ai dit sur les AIT, les accidents ischémiques transitoires. C'est des épisodes brefs, vraiment avec une ischémie focale cérébrale ou rétinienne. Des fois, on peut avoir aussi un AVC au niveau de la rétine. Et c'est transitoire. Je vous ai dit plusieurs heures, mais en fait, généralement, c'est moins d'1 heure. Et c'est surtout, il n'y a aucune image d'infarctus à l'imagerie. D'accord? Mais ça, c'est une sonnette d'alarme. Ok, si vous avez un patient qui a ça, tout de suite faire un bilan en neuro. Après, il y a d'autres causes d'hémiplégie qu'il faut savoir prendre en compte. Il n'y a pas que les AVC qui entraînent des hémiplégies. On peut avoir des tumeurs primaires ou secondaires à un cancer pulmonaire, par exemple, qui va métastaser au niveau cérébral. On peut avoir des traumatismes crâniens qui vont entraîner soit des ischémies, soit des hémorragies. On peut avoir des réactions inflammatoires. Il y a des maladies inflammatoires systémiques où les vaisseaux ils sont inflammés et qui peuvent entraîner aussi une hémiplégie. Et après, c'est toutes les causes infectieuses, les méningites, la tuberculose, les infections VIH, les abcès. Tout ça, ça peut entraîner
par une atteinte du faisceau cortico-spinal, hein, toujours le même, une hémiplégie, d'accord? Ou une parésie, ou une hémiparésie. Donc ça, je voulais montrer. Alors, ce qui est important, donc ça, c'est ce que je vous ai dit, quand on a une hémiplégie droite, donc c'est une atteinte cérébrale gauche, on a souvent une aphasie associée, une apraxie. Donc, par exemple, vous allez demander au patient, vous allez lui donner une brosse à dents, vous allez lui demander comment on utilise cet objet, et le mec, il va se peigner avec, d'accord? Il y a différents types d'apraxie, vous le verrez. Idéomotrice, moteur. Vous allez demander de faire le salut militaire, il ne saura pas le faire. Ça, c'est les apraxies, c'est la réalisation de gestes ou la reconnaissance d'objets. Ensuite, comment on utilise cet objet dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est pareil, ça va freiner votre rééducation. Si on a une atteinte, je vous l'ai dit, de l'hémisphère mineur, donc à droite, on va avoir une hémiplégie ou une hémiparésie gauche, et on va avoir du coup le syndrome d'héminégligence dont je vous ai parlé, l'anosognosie ou l'agnosie. L'anosognosie et l'agnosie, c'est ce que je vous ai dit, c'est le fait de ne pas se rendre compte que son côté gauche ne fonctionne pas, et le patient ne se rend pas compte qu'il a eu un AVC. C'est la méconnaissance de ces troubles. Et souvent, pareil, il y aura des apraxies et les patients n'auront pas une mauvaise représentation de leur corps dans l'espace. Et avec ça, en plus de ça, de ces problèmes moteurs, sensitifs, visuels, on va avoir les troubles de mémoire, les troubles affectifs aussi, et les troubles exécutifs. Donc toute la sphère cognitive, qui va être prise en charge par les orthophonistes, les ergothérapeutes notamment, et vous aussi. Et ça, pareil, ça va freiner votre éducation. Parce qu'un jour, vous allez voir votre patient, vous allez lui apprendre des auto-exercices d'étirement, par exemple, et le lendemain, en fait, il va oublier. Ou même le jour même, d'accord? Donc ça, il y aura un travail aussi d'apprentissage des exercices en rééducation. Donc ça, c'est tout ce que je vous ai dit, je vous le passe rapidement. Mais ça, c'est vraiment hyper important. Allez rechercher, quand vous avez un patient hémiparétique ou hémiplégie gauche, allez rechercher ce syndrome d'héminégligence spatiale, c'est hyper important. Et il y a des échelles qui sont utilisées, notamment l'échelle de Catherine Bergego. Ça, c'est un médecin MPR un peu classe qui a donné le nom de sa femme en fait pour l'échelle. Voilà. Donc ça, c'est une échelle qui est utilisée pour mettre en évidence les négligences. Et après, il y a des batteries d'examens. Je vais vous en montrer quelques exemples. Après, il y a des tests simples. Vous voyez, vous faites un dessin et vous demandez au patient en fait de reproduire le dessin. Et vous voyez qu'il va reproduire que la partie droite du dessin. Il va négliger toute la partie gauche. Ou alors, vous allez lui demander de lui faire une tarte aux pommes. Et vous allez voir qu'il va mettre les pommes que à droite. Ou alors, vous faites le test de l'horloge. Et vous lui demandez par exemple de dire quelle heure, enfin de tracer sur une horloge, de dessiner une horloge déjà. Vous voyez, il va galérer. Il va mettre tous les chiffres à droite. Et vous allez lui demander par exemple de mettre 10h30. Bon, généralement, vous verrez qu'il n'arrive pas à faire correctement l'horloge. Et après, vous pouvez lui demander de tracer sur une carte de France, ça c'est un peu plus compliqué, mais vous lui demandez de passer de Lille à Nantes en passant par Bordeaux, et vous voyez en fait il va tout mettre à droite. Donc ça c'est un gros rôle important dans la rééducation. Alors, qu'est-ce qui va être des facteurs pronostiques de récupération de votre AVC? Ça, on est encore en train de l'étudier, et notamment dans les labos de recherche, et si vous êtes... je vous pousse à faire de la recherche après, à faire des Master 1, Master 2. On a un labo, notamment le laboratoire Euromove, qui est pas très loin de votre institut, où il y a des étudiants kinés qui font des Master 1, Master 2 et des thèses de sciences aussi. Donc je vous invite vraiment à en faire. Ça développera un peu, ça variera votre activité et c'est quelque chose de très enrichissant. Et on étudie toujours actuellement les facteurs pronostiques au niveau du signal neurologique, que ce soit l'EEG, l'EMG, etc. Bref. Pour être simple, cliniquement, les facteurs de récupération de votre AVC, ça va être le niveau de déficit initial. Si vous avez un patient qui a un déficit moteur d'emblée massif, ça sera plus difficile à récupérer qu'un patient qui a une petite parésie. Ça, c'est pas évident. Après, donc je vous l'ai dit, s'il y a un déficit sensitif, non je vous l'ai pas dit, mais s'il y a un déficit sensitif profond associé, une atteinte proprioceptive, c'est aussi un facteur aussi de mauvaise récupération. Le syndrome de l'héminégligence, je vous en ai parlé, de l'hémisphère droit, l'hémisphère mineur. Après, quand vous êtes gaucher, l'hémisphère mineur, c'est le gauche. Hein. Faites attention à ça. La comorbidité, plus on avance en âge, plus c'est difficile parce qu'il y a des comorbidités. Les patients, ils ont d'autres maladies, donc souvent, ça complexifie les choses. Alors que si on a un sujet jeune, sans comorbidité, ça va être un peu plus simple, normalement. Mais la médecine, c'est jamais noir ou blanc. Hein. Donc, on peut être jeune et avoir un état sévère. Et l'état cognitif antérieur. Si vous avez un patient qui avait déjà une démence auparavant,
ça va être compliqué de lui faire faire un apprentissage d'exercice en rééducation. Et donc après, il faut bien différencier les phases. La phase aiguë, c'est les 15 premiers jours. La phase subaiguë, c'est jusqu'à 6 mois, généralement les 3 premiers mois. On dit plutôt à 3 mois, phase subaiguë. Et la phase chronique, c'est après 6 mois. Et donc en fait, la phase de récupération la plus importante, c'est les 3 premiers mois après l'AVC. Et après, on va avoir une espèce de phase de plateau de récupération à 6 mois. Mais après, les patients, il faut entretenir la rééducation. Il faut après 6 mois, 1 an, après 1 an, ça vaut pas forcément le coup de faire de la kiné en ville. Il faut plutôt, ça c'est pas bien que je vous dise ça, mais vous allez me taper dessus, mais il faut apprendre le patient à être autonome et surtout, ou alors entre les séances de kiné, lui apprendre à faire des auto-exercices pour entretenir ce qu'il va gagner en kinésithérapie. D'accord ? Et à 1 mois, on va faire un bilan. Et si le patient n'a pas du tout évolué, on va se dire c'est pas très bon pronostic. Si au contraire on a une majoration de la récupération, ça va être de bons pronostics. Et comme je vous l'ai dit aussi, pareil, cliniquement, si on a un patient qui a une récupération distale sur les extenseurs des doigts, extenseurs du poignet ou du coude, mais surtout au niveau des doigts et du poignet, dès la phase aiguë, subaiguë, c'est plutôt de bons pronostics. Alors, ça c'est important, le bilan du membre supérieur. Ça doit être fait par les médecins, mais aussi par vous, les kinésithérapeutes. Quand vous voyez un patient dans un service, vous faites le bilan d'entrée et après la rééducation et après le bilan de sortie. Donc, faire le bilan de l'épaule, du coude et de la main, de manière bilatérale et comparative, sauf si le patient il est amputé, bien sûr. Donc, normalement, il a 2 bras, donc il faut regarder les deux. Il faut regarder d'abord, avant de vous jeter sur la manipulation, il faut regarder comment votre patient il bouge. Voilà, comment il utilise, quelles sont ses stratégies de compensation de son déficit. Observer l'attitude, la tenue, comment il tient son bras. Au contraire, s'il est tombant et du coup là on va avoir un risque de luxation de l'épaule, ou si au contraire il est en abduction, pronation et flexion du coude, pronation de l'avant-bras, flexion du poignet. Hein. Souvent les patients ils ont cette attitude là. Et comment est la fermeture de la main. Ça c'est hyper important, d'accord ? Parce qu'après on peut avoir ce qu'on appelle les syndromes douloureux régional complexes, c'est ce qu'on appelle les SDRC, l'ancienne algodystrophie. Ces patients, en fait, ils sont à risque de développer ces symptômes douloureux parce que du coup, le membre, il va être lourd et ça va tirer sur l'épaule. Et il y a une inflammation un peu locale. On ne connaît pas bien la physiopathologie du SDRC, mais ça, voilà, ça arrive dans les patients qui ont un AVC. Et on a ce qu'on appelle aussi le syndrome épaule-main. C'est des patients qui vont avoir un œdème de la main, une douleur d'épaule. Et souvent, le bras, comme il est plégique, il va être lourd et du coup ça va tirer sur l'épaule et des fois on a des petites luxations de l'épaule avec des coups de hache. Hein, on va vraiment voir la tête humérale descendre et ça va être douloureux. C'est comme un poids pour le patient. Donc on peut le soutenir avec au fauteuil, des gouttières, une écharpe à ne pas mettre tout le temps parce que sinon il va s'enraidir dans cette position, mais ne pas hésiter à mettre une écharpe. Surtout mettre des antalgiques adaptés et surélever parce que comme le bras ne bouge pas, il y a une stase veineuse, parce que vous savez, les muscles, c'est la pompe du système veineux. Et en fait, quand vos muscles ils se contractent, ça propulse le sang vers le cœur. Quand les muscles ne fonctionnent plus suite à l'accident vasculaire cérébral, il n'y a plus ce drainage par les muscles. Et du coup, il va y avoir une stase veineuse au niveau du bras. Et des œdèmes, surtout au niveau de la main, et surtout quand les bras sont en position déclive non surélevée. Donc ça, c'est important, le positionnement de votre patient. Et ça, quand vous avez fini votre séance de kinésithérapie, c'est important de bien regarder comment est positionné votre patient au fauteuil roulant ou avec son écharpe pour qu'il n'y ait pas ces problèmes douloureux. D'accord ? Ce qui est important, c'est de bien couvrir avec des antalgiques efficaces. Ça, c'est le rôle du médecin. Et vous devez l'informer aussi, si vos séances en kiné elles sont douloureuses, de l'informer sur ces douleurs. Alors après ça va être on va regarder du coup le maintien, donc ça je vous ai dit, et on va regarder s'il n'y a pas des syncynésies ou de la spasticité. Les syncynésies c'est des mouvements, des contractions. Vous demandez au patient de fléchir le poignet, en fait il va fléchir aussi le coude. C'est des mouvements en fait de contraction en chaîne. Ok. On va regarder la qualité de l'appréhension. L'approche, donc l'appréhension c'est plusieurs choses, hein. C'est comment le patient va aller approcher l'objet, comment il va orienter son membre sup, comment il va prendre l'objet et comment ensuite il va le lâcher, d'accord ? L'appréhension c'est pas seulement le fait de prendre, c'est vraiment tout le mouvement, d'accord ? Ok. Et après bien sûr un examen clinique, donc voir les types de préhension. Est-ce que le patient il a une pince pouce index,
ce qu'on appelle la key grip ou le pinch. Est-ce qu'il a une pince avec les autres doigts? Est-ce qu'il a une pince plutôt en grasp avec l'ensemble des mains? Est-ce qu'il n'y a pas de préhension du tout? Ok. Donc ça c'est important. Et regardez l'état cutané de votre patient, s'il y a de l'œdème, justement je vous en ai parlé. Et souvent comme ils ont des attitudes comme ça, avec des flessums, une abduction du bras, un flessum du coude, un flessum du poignet, les doigts, et souvent le pouce est dans la paume de la main, on peut avoir des zones de macération et des escarres qui se forment. Et des fois il y a des patients qui se enfoncent les ongles dans la paume de la main, et ça entraîne des escarres. Donc c'est important de regarder l'état cutané au niveau des plis et l'œdème. Le bilan articulaire, donc ça avec votre goniomètre, vous faites le bilan de toutes les articulations du membre sup. Le testing moteur, donc le bilan de la spasticité avec l'échelle d'Ashworth ou l'échelle de Tardieu qui est un peu plus compliquée, qu'on utilise rarement en clinique. Et après le bilan sensitif, c'est important de voir si votre patient sent bien au niveau de son hémicorps atteint. Donc après il y a différentes sensibilités, la sensibilité thermoalgique à la chaleur, au froid, à la douleur. La sensibilité profonde qu'on appelle la proprioception, c'est la perception du corps dans l'espace. Donc ça, on va le faire en faisant notamment la manœuvre de Romberg. Vous mettez votre patient debout, bras le long du corps, et vous allez lui demander de garder la position. S'il oscille dans toutes les directions, qu'il perd la position, en fait, c'est plutôt en faveur d'un syndrome cérébelleux, une atteinte du cervelet. Et si, à la fermeture des yeux, votre patient il part, il devient instable, en fait, ça témoigne d'une atteinte proprioceptive. D'accord? Parce que quand vous fermez les yeux, vous enlevez la voie sensorielle visuelle, et du coup, le patient il garde sa position debout grâce à ses mécanorécepteurs, et du coup, c'est sa proprioception. Donc, s'il devient instable à la fermeture des yeux, c'est en faveur plutôt d'une ataxie proprioceptive. Ok? Et après, on peut faire aussi l'appréhension aveugle. On va prendre la main du patient, et on va lui demander d'aller chercher son pouce avec le membre sain, pour voir si une atteinte, ça c'est pour la proprioception au niveau du membre supérieur. Ça va? Après, il y a différents types de préhension. Alors, les bilans de préhension, souvent, c'est les ergothérapeutes qui les font, mais il n'y a pas de raison que vous ne les fassiez pas non plus. Donc, c'est important de les connaître. Donc, vous voyez, là, je vous en ai listé quelques-uns. Je vais vous en montrer. Donc, il y a l'Action Research Arm Test. Donc, ça, on l'utilise rarement, je vous l'avoue, dans le service, mais c'est un test qui est validé. Ce qu'on utilise le plus, vous allez voir, c'est le Box and Block et le 9-hole peg test. Et après, il y a la classification dans le Jaber, qui est un médecin MPR de la région, qui travaille à Perpignan. La Motor Activity Log. Et ça, c'est des échelles que vous allez retrouver dans les études aussi. Sur les études sur les AVC et les déficits. C'est des échelles qui sont standardisées, reconnues dans la littérature, et qui sont des critères objectifs de récupération. D'accord ? Après, on va pouvoir tester la force avec des dynamomètres, notamment avec le Jamar, ou avec le pinch test, notamment. Ça, je vais revenir en détail. Donc, en fait, la RAT, l'Action Research Arm Test, ça va explorer plusieurs types de mouvements. Ça va être la tenue de l'objet. Donc, vous voyez, on va partir avec des objets assez gros et aller vers des objets plus fins. D'accord ? On va évaluer aussi les pinces avec des objets, pareil, de différentes. Donc, c'est très protocolisé. On va regarder les mouvements globaux de la main et on va coter à chaque fois si le patient peut faire ou pas le mouvement. D'accord ? Ça vous donne un score sur 57. Plus le score est élevé, meilleur c'est. Ok ? Alors, le bilan des 400 points, je vous avoue, je ne l'ai jamais vu faire, on l'a jamais fait on le fait pas dans le service, mais c'est juste pour que vous le connaissiez. Donc là, ça va tester à la fois la mobilité, la force, la dextérité, la coordination bimanuelle. Et vous voyez, on le fait dans des environnements standardisés, avec des objets de la vie courante. Je passe un peu rapidement. Donc ça, c'est le test qu'on fait le plus souvent, avec le 9-hole peg test. C'est le box and block test, c'est hyper simple. En fait, on va demander au patient, il y a 150 cubes là, vous voyez dans le compartiment à droite. On va demander au patient, avec la main droite puis avec la main gauche, on va faire l'une après l'autre. Et on va lui demander en 1 minute de déplacer les cubes du compartiment à droite au compartiment à gauche. Et en fonction de l'âge, en fait, normalement, un patient jeune, vers 50 ans, devrait en déplacer au moins 80. Au-delà de, je crois, 70 ans, c'est plutôt 65-70 ans, c'est plutôt 60. Il y a des normes en fonction de l'âge. Je vous les avais mis hier soir, mais je n'ai pas dû enregistrer sur le diapo. Mais voilà, donc c'est très standardisé. Vous chronométrez le patient. Et ça va évaluer plutôt la pince globale. Vous voyez, le grasp, vraiment, c'est pas vraiment la pince fine. La pince fine, ça va être évalué avec le test que je vais vous montrer après. Donc là, c'est vraiment la pince globale avec la paume de la main. D'accord ?
Et on va faire main gauche, main droite. Et ce qui est important, c'est de le faire au début de votre éducation et à la fin pour voir les progrès de votre patient. Et ça, c'est des critères qui sont objectivables, quantifiables. Ça, c'est le 9 Hole Peg Test, le test des 9 trous et chevilles. Donc le patient est assis. On lui met en fait ces petites chevilles et ces 9 trous ici devant lui. Et en fait, on va chronométrer. On va faire pareil, main gauche puis main droite. Et on va chronométrer en combien de temps il met les chevilles et il doit les enlever. D'accord? Il les met et il les enlève. Et normalement, la normale, c'est 18-20 secondes. D'accord? Je vous invite à le faire pour voir si vous êtes assez fin dans vos mouvements. Voilà, donc ça, c'est un test hyper facile et ça va évaluer plutôt les pinces fines. D'accord? Parce que les chevilles sont assez fines. Après, on a des différentes classifications. Donc la classification d'Anjalbert, vous voyez, assez simple, que vous pouvez utiliser en regardant votre patient. Donc ça va de 0, aucune amorce de récupération, préhension nulle, à une préhension à 6 des mouvements fins qui sont possibles. Donc c'est pas une échelle qui est hyper précise, mais au moins chaque semaine, chaque jour, vous pouvez voir avec ça et dire à quel niveau est votre patient. D'accord? Donc la Motor Activity Log, c'est une échelle qui est très utilisée dans la littérature scientifique. Donc c'est un entretien en fait semi-structuré, c'est une auto-évaluation, c'est des questionnaires qu'on donne aux patients qui va interroger 30 activités de la vie quotidienne de votre patient. Et il doit coter en fait ses capacités à faire ces activités. Et ça évalue à la fois la quantité et la qualité en fait d'utilisation de son membre supérieur hémiplégique dans la réalisation de chacune de ses tâches. Mais ça implique que le patient n'ait pas de gros troubles cognitifs. Vous comprenez bien que si le patient il est complètement cognitif avec des troubles de mémoire, qu'il n'arrive pas à lire, qu'il a des troubles phasiques, etc., ça va être compliqué de faire cette échelle. Et il ne faut pas que ça soit trop long. Donc un minimum, ça va prendre du temps, donc il faut que le patient aussi soit capable de subir ce test qui dure 20 minutes. Et c'est très utilisé dans la thérapie de contrainte induite. Je vais y revenir. Donc là on parle bilan. Après on parlera de rééducation. Après on va évaluer la force. Pour évaluer la force de préhension de votre patient, vous allez utiliser des dynamomètres. Donc à gauche ici vous avez le dynamomètre de Jamar. Donc vous voyez bien, c'est la force vraiment globale de votre main. Et après, si on veut évaluer la force de la pinch, de la pince pouce index, on va utiliser ce petit dynamomètre et on va mettre un poids en fait, et on va demander au patient avec la pince pouce index de soutenir le poids, et on va voir quel poids il peut soulever. Et on va mettre des poids de façon croissante. D'accord ? Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez faire en début, milieu et fin de rééducation. Donc les tests d'avant c'était plutôt sur la qualité de l'appréhension, et là c'est plutôt sur la mesure de force. D'accord ? Alors ça c'est la grosse échelle sensorimotrice de le Fugl-Meyer. Alors il y en a une pour le membre inférieur et une pour le membre supérieur. Ça c'est pareil, normalement ça devrait être fait de façon en routine, parce que vous la verrez, c'est dans tous les articles qui concernent l'hémiplégie, la récupération motrice post-AVC du membre sup ou du membre inf. C'est vraiment le gold standard de l'évaluation de la déficience. Donc c'est un score sur 226. Il y a le score sur le membre supérieur, il est coté à 66, et on va tester la fonction sensorielle, l'équilibre, les amplitudes articulaires du membre supérieur et la douleur. Donc ça, retenez le nom, je vous invite à aller regarder en détail cette échelle. Il y a des vidéos aussi sur YouTube qui sont très bien faites, qui vous expliquent comment la faire, parce qu'elle est un peu complexe à réaliser. Il faut un apprentissage, ça se fait pas en une fois comme ça. Donc demandez à vos kinés en stage de vous apprendre cette échelle, parce que vraiment elle est hyper intéressante et elle est validée pour la récupération motrice et sensitive au niveau du membre sup. Donc il y a un sous-score membre supérieur et un sous-score membre inférieur. La Wolf, c'est une autre échelle qui permet d'évaluer les capacités de votre membre supérieur. Donc il y a 15 tâches là qui vous sont listées ici en anglais. Et donc les premières, c'est plutôt pour évaluer la force de votre membre supérieur, et les 9 autres plutôt les manipulations d'objets. Donc vous voyez par exemple, soulevez une feuille d'une table, un crayon, et on va chronométrer, et il faut qu'il fasse tous ces scores en moins de 2 minutes.
Donc ce qui est important à la phase aiguë, je vous l'ai dit, c'est de bien positionner votre patient pour éviter les syndromes épaule-main, les syndromes douloureux régional complexes. Donc la protection de l'épaule déficitaire, ça c'est primordial. Parce que si vous avez, en plus de l'héminégligence, un syndrome épaule-main, donc un patient qui est hyper douloureux sur son épaule, avec une capsulite de l'épaule, bah, du coup votre éducation elle va être hyper compliquée. Donc c'est primordial d'assurer une bonne antalgie. Donc si votre patient il est douloureux en séance de kiné, prévenez le médecin, il adapte les antalgies à l'EVA. La qualité de l'installation, je vous l'ai dit. Lutter contre l'immobilisation en position courte, en fait en raccourcissement. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter, si possible, les écharpes, parce que ça va entretenir la position d'adduction du bras, flexum de coude. Donc c'est important aussi que quand le patient il est en chambre, de le positionner avec le bras en extension, un peu surélevé, les mains et les doigts étendus. Des fois on met même en place des attelles de repos, ça c'est les ergothérapeutes qui les font, pour positionner le membre supérieur. Donc on les met soit la journée, la nuit, et ça va posturer, ça va aussi être un étirement passif de votre bras. D'accord ? Donc des attelles palmo-brachiales, antébrachiales et palmaires, pour mettre la main un peu en position neutre comme ceci. Ça va permettre d'étendre les doigts, d'accord ? Et éviter que le patient se mette en flexum de doigt avec le pouce à l'intérieur de la paume, et lutter aussi contre le flexum du coude, d'accord ? Donc je vous le redis, l'attitude typique des hémiplégiques, c'est adductum du bras, flexum du coude, pronation de l'avant-bras, flexum du poignet. Ils sont vraiment comme ça, quoi, d'accord ? Et donc ça c'est important de lutter contre cette position vicieuse. Parce qu'en fait la spasticité en fait ça va entraîner c'est une hypercontraction de votre muscle, et ça va entraîner un raccourcissement de vos muscles, d'accord ? Et en fait à terme les sarcomères ils vont disparaître, et on va avoir ce qu'on appelle de la rétraction. La spasticité à terme elle se transforme en rétraction musculo-tendineuse, et là vous pouvez mettre toute la toxine botulique que vous voulez, vous pouvez mettre le baclofène que vous voulez, ça fera rien du tout. Il va falloir, des fois on fait des ténotomies, on va couper avec des aiguilles les tendons pour essayer d'étendre le bras, et des fois on fait des transferts de tendons aussi pour traiter, voilà. Donc c'est primordial, ok ? Mettre votre patient assis dès que possible, ça c'est hyper important sur tout ce qui est cardiovasculaire, et aussi du coup sur le plan respiratoire. Il faut rendre le patient autonome le plus possible, et en fait vous allez voir on fait souvent une des thérapies utilisées c'est la thérapie sous contrainte. Il faut forcer le patient à utiliser son côté parétique, d'accord ? Parce que sinon il va le laisser de côté, il va utiliser que le membre supérieur sain, ok ? Mais il faut aussi respecter la fatigabilité des moments de pause. S'il vous plaît, un peu de merci. Alors, si vous voulez parler, vous pouvez sortir. Alors, la récupération de la fonction, c'est important. Donc, je vous l'ai dit, en fait, la rééducation, on l'a fait de plus en plus précoce. Avant, il y a des années, on disait, il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 80-90, on disait, en réanimation, il faut laisser le patient, il faut qu'il se repose, il ne faut rien faire. Et en fait, catastrophe, les patients, ils étaient spastiques, ils prennent des attitudes vicieuses, il y a une inflammation, voilà, ça aggrave au contraire. Maintenant, vous savez, on fait pédaler les patients, sédatés, ventilés en réanimation. On leur met des cycloergomètres dans le lit avec les kinés, et on les fait passer, on les fait rouler, il y a un moteur qui entraîne le cycloergomètre, et on les fait pédaler. D'accord ? Donc ça c'est important d'agir dès la phase de réanimation. Et nous on intervient, moi tous les mercredis matins, je vais en réa, je vois les patients et on attaque, même s'ils ont la traque, même s'ils sont sédatés, on commence la réduc et les verticaliser rapidement aussi. Et on a des cycloergomètres aussi pour les membres supérieurs. D'accord ? On va revenir sur les techniques robotisées un peu plus tard. Et donc c'est important parce qu'il y a une plasticité cérébrale. Ça a été montré par plein de littérature. Plus vous faites d'exercice, plus il y a une récupération autour de la zone ischémique, et c'est ça le phénomène de plasticité cérébrale. Et après un AVC, on a ce qu'on appelle un diachisis. En fait, il y a dans le fonctionnement des deux hémisphères cérébraux, c'est un peu complexe ça, mais il y a une balance activation-inhibition. Et cette balance, en fait, elle est perturbée quand il y a un AVC, et on va avoir une majoration de l'inhibition. Donc en fait, il faut rééquilibrer. Ça, vous le verrez avec le docteur Pradali qui vous fera un cours sur la plasticité cérébrale. Il faut rééquilibrer cette balance interhémisphérique. Et ce qui est important, c'est de commencer la rééducation tôt pour favoriser cette plasticité cérébrale. Alors, pour la rééducation, vous voyez que les dernières recommandations HAS,
Donc la Haute Autorité de Santé, hein, ça date de 2012. Donc en termes de recherche, c'est hyper vieux. En 6 ans, il y a eu de nombreuses publications. Donc je ne sais pas si elles seront remises au goût du jour prochainement. Et donc ce qu'il faut savoir, ça c'est important pour toutes vos pratiques, toutes vos pathologies. Quand vous voulez voir un peu les recommandations, les bonnes pratiques cliniques, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut regarder l'HAS, notamment, pas que, mais l'HAS, c'est vraiment des recos fiables faites par des experts sur le sujet. Donc ça peut être sur la sclérose en plaques, l'arthrose, ce que vous voulez. Mais allez voir les recos HAS. Et vous voyez, il y a des grades. Les grades de recommandation, c'est hyper important. Vous voyez, ça va du grade A où c'est preuve scientifique établie, c'est-à-dire qu'il y a des méta-analyses, des grosses études qui ont montré que ces techniques étaient vraiment fiables et qu'elles avaient un impact sur la récupération du patient. Et ça va du grade C, faible niveau de preuve, où là c'est des études rétrospectives de moins bonne qualité méthodologique ou des études de cas. D'accord ? Et après, il y a les accords d'experts. C'est un peu à part. C'est quand des experts se réunissent et qu'il n'y a pas eu beaucoup d'études sur le sujet et ils disent, bon voilà, à l'heure actuelle, on recommande ça. Mais voilà, ça nécessite des études scientifiques pour que ça soit plus pertinent. Donc ça, c'est hyper important quand vous utilisez une technique de rééducation, de voir son niveau de preuve au niveau de la littérature scientifique. D'accord ? Alors, à votre avis, bon... Vous allez voir, je vais voir si vous avez une mémoire à court terme. Quand est-ce qu'il faut rééduquer ? Ouais. Dès que possible. Ok ? Donc, il faut attaquer d'emblée. Et ça n'a pas montré d'aggravation. Il y a des études qui ont montré que la rééducation précoce en réanimation chez des patients ou en soins intensifs neuro, ça diminuait le temps de ventilation mécanique, ça diminuait le séjour en réanimation et ça a favorisé la récupération fonctionnelle à long terme. D'accord ? Et moi j'ai fait une étude à Guicholiac sur l'utilisation du cycloergomètre chez des patients ventilés sédatés pour voir si l'installation de la machine c'était faisable, s'il y avait des extubations liées à l'installation de la machine. 0. Ok ? Donc il faut vaincre la peur les réanimateurs maintenant ils sont plus sensibles à ça. Ils voient l'importance parce que maintenant on arrive à réanimer les patients mais dans des états un peu catastrophiques. Et donc ils ont pris conscience qu'après la réanimation il y a autre chose. Et donc il faut attaquer d'emblée. D'accord ? Donc comme je vous l'ai dit, ça va influencer la plasticité cérébrale. Donc ça c'est une étude assez connue de 96, vous voyez, c'est pas si vieux que ça, qui avait montré chez les singes en fait que le fait de stimuler de façon intensive, on avait une meilleure récupération en fait, et on avait une réactivation en fait au niveau cérébral au pourtour de l'AVC. Bon, je passe rapidement, vous aurez un cours là-dessus par le docteur Pradalier. Et maintenant on le voit sur l'IRM fonctionnel. Il y a des études qui ont montré qu'après des programmes de rééducation intensive, on avait des zones qui se réactivaient à l'IRM fonctionnel par la suite. Ok. Donc la thérapie sous contrainte. Donc en fait, là c'était pour voir la précocité de la rééducation. Donc vous voyez, c'est une grosse étude. C'est une méta-analyse, c'est-à-dire que les méta-analyses, ils collectent toutes les études sur un sujet précis. Ils avaient récolté 83 études randomisées contrôlées et 21 non randomisées. Et toutes ces études comportaient 5225 patients. Et ils avaient évalué l'indication de la thérapie par contrainte induite, je vais y revenir après, et des tâches fonctionnelles spécifiques en fait. Et ils ont montré que du coup la thérapie BOBAT avait un moins bon impact que la thérapie sous contrainte. Et ce qui est important, c'est qu'ils ont montré que il fallait commencer dans les 4 semaines vraiment post-AVC. D'accord ? Alors, à votre avis, est-ce qu'il y a une méthode de rééducation qui est vraiment le gold standard de la rééducation ? Non. En fait, il faut combiner. Il faut combiner toutes les techniques. Il n'y a pas de dogme absolu, d'accord ? Donc ça, c'est pareil, ça a été démontré dans les recos HAS. Il faut avoir des approches combinées et adaptées à votre patient. Ok ? Donc après, il y a les techniques neuropsychologiques, donc ça, physiologiques, vous l'avez vu, notamment le concept de Bobat, la méthode Kabat, la méthode de Roth, qui est toujours un peu enseignée dans les écoles de kiné. Donc en fait, il n'y a pas de supériorité de ces techniques par rapport aux autres, ça a été montré par plusieurs études, donc ça c'est important de le montrer. Bobat n'est pas supérieur aux 4 autres.
Et une des thérapies qui a été qui a montré vraiment dans la littérature le plus d'efficacité, c'est la thérapie par contrainte induite. En fait, on va immobiliser le membre supérieur sain et on va faire une rééducation intensive du membre contralatéral lésé. D'accord ? Donc ça, c'est pour lutter contre le cercle vicieux de la sous-utilisation du membre atteint. Et c'est le protocole de Taube. Taube, c'est un chercheur qui avait fait, je vais vous montrer un article de recherche. Donc en fait, il faut immobiliser 80% du temps de marche, 6 heures de rééducation intensive, avec des tâches de répétition. 5 jours par semaine, pendant 2 semaines. Par contre, pour mettre en place la thérapie sous contrainte, il faut une population assez sélectionnée. Vous voyez, il faut une extension du poignet de 10 degrés, au moins 2 MCP, métacarpophalangienne de 10 degrés de flexion-extension. Pareil au niveau du pouce, une spasticité pas trop importante et pas trop de troubles de sensibilité. Parce que si vous immobilisez votre patient et qu'il a des troubles sensitifs, il a risque de développer des escarres, d'accord ? Et surtout, ce qui est primordial, pas de troubles cognitifs. Si vous immobilisez le membre sain d'un patient qui est complètement cogné, eh ben, vous allez voir le bordel que ça va faire dans le service. Ok ? Donc, s'il y a des troubles cognitifs importants, il faut pas mettre en place cette thérapie. Donc, vous voyez, on va mettre le patient ou la patiente, on va mettre un gant ou une écharpe pour éviter l'utilisation du membre sain. Bien sûr, avant de mettre en place cette thérapeutique, il faut proposer au patient, il faut l'informer. Est-ce qu'il est d'accord de subir cette contrainte ? Et souvent, je vous ai montré un protocole assez restrictif, on fait un peu moins, d'accord ? Parce que c'est très mal vécu. Et honnêtement, il y a beaucoup de kinés qui n'osent pas mettre en place dans le service cette thérapie parce que les patients, voilà, c'est assez dur à vivre. Donc souvent, pour le premier repas, ça implique aussi l'ergothérapeute. Et donc, il faut bien faire un planning avec le patient. À quel moment on va mettre en place cette thérapie sous contrainte ? Il ne faut pas mettre non plus trop votre patient en difficulté parce qu'après, vous allez avoir un syndrome anxio-dépressif qui peut se développer, etc. Ok ? Et donc, il faut définir à quel moment dans la journée, à la toilette, au repas ou lors des déplacements, à quel moment on va mettre cette contrainte. Ok ? Donc ça avait la première étude sur le sujet, ça avait été fait par l'équipe de Taube en, vous voyez, 89, c'est pas si vieux. Et il y a des études récentes, enfin assez anciennes quand même, 2006, qui ont montré que une contrainte induite plus une rééducation de 6 heures par jour avait un effet positif sur la motricité qui était maintenu à 1 an. Et vous voyez les échelles testées, c'est celles que pour voir l'évolution du patient avant et après le protocole d'étude, ils ont utilisé les échelles standardisées dont je vous ai parlé, la Wolf et le Motor Activity Log. Donc vous voyez, c'est un grade B, c'est pas mal. C'est pas un niveau de preuve non plus ouf, mais c'est un niveau de preuve qui est quand même correct. La thérapie miroir, vous connaissez ? L'idée, c'est dans quelle maladie on l'utilise ? Dans quelle pathologie on l'utilise ? Amputé, ouais. AVC, du coup. Et une pathologie dont j'ai parlé tout à l'heure ? Les SDRC, ouais. D'accord ? Donc, ou tout ce qui est douleur un peu chronique du membre supérieur, névralgie cervico-brachiale éventuellement. Donc en fait, l'idée c'est de leurrer un peu le cerveau. On va cacher le membre pathologique et on va demander au patient de bouger le membre contralatéral sain. Et vous voyez là, la patiente, elle va voir sa main gauche, enfin elle va croire que sa main gauche fonctionne aussi bien que sa main droite. Et ça va favoriser le phénomène de plasticité cérébrale au niveau de l'hémisphère atteint. Donc, et il y a un feedback visuel qui est important. Donc ça, je vous ai remis. Et maintenant, on utilise les jeux virtuels. Maintenant, on utilise les jeux virtuels pour faire cette thérapie miroir. Ce qu'on appelle les serious games, je vais y revenir. Et l'avantage de cette technique, c'est que ça permet de favoriser, de stimuler les activités bimanuelles. Et ça va lever ce phénomène d'inhibition entre les hémisphères qui apparaît après un AVC. Donc un exemple de protocole, on peut faire 30 minutes par jour pendant 4 semaines et les mouvements répétés du membre supérieur. Le patient peut être seul s'il est assez cortiqué, s'il n'a pas trop de troubles cognitifs, vous pouvez lui faire les exercices seul ou vous prenez un patient à côté et vous le laissez faire son exercice tout en le surveillant de loin. Donc pareil, ça a été évalué par une revue Cochrane. Je ne sais pas si vous connaissez les revues Cochrane. Revue Cochrane, la mec des bêta-analyses. Donc si vous voulez rechercher pour vos mémoires de kinésithérapie, allez regarder dans la Cochrane.
les revues. Donc là, c'était une revue Cochrane qui incluait 62 études, 1980 patients, avec une thérapie miroir qui était réalisée 7 fois par semaine, 15 à 60 minutes pour chaque session, pendant 2 à 8 semaines. Et il y avait une évidence modérée, correcte, qui avait un effet positif sur la récupération motrice, et donc fonctionnelle, et sur le déficit. Hein, c'est important de voir vous pouvez récupérer sur le plan du déficit, c'est-à-dire récupérer de la force, mais il faut voir si sur le plan fonctionnel, après si sur le plan de la récupération fonctionnelle dans la réalisation de tâches, on a aussi également une récupération, un gain. D'accord ? Des fois, vous avez des patients qui vont récupérer de la force, mais sur le plan fonctionnel, finalement, ils n'auront pas trop progressé. Et là, on voit que sur la thérapie miroir a permis un gain à la fois sur le déficit et à la fois sur la fonction. Ça n'a pas montré d'efficacité par contre sur le syndrome d'héminégligence. Il n'y avait pas d'effet secondaire particulier. Et un léger... il y avait des études... La revue Cochrane était limitée parce que c'est des études finalement de faible échantillon, même s'il y a quand même 1900 patients inclus. Ok. Ce qui est important en fait, ce qu'on voit nous le plus possible, c'est... la thérapie contrainte, en fait, ça fonctionne bien, mais ce qui fonctionne le mieux aussi très bien, c'est le fait de répéter le patient, de lui apprendre des tâches fonctionnelles et qui répète ses tâches, qui répète ses tâches, qui répète ses tâches, qui répète ses tâches. Et ça a montré un bon niveau de connaissance. Actuellement, en 2012, on n'arrivait pas à conclure, mais depuis, il y a des études qui ont montré que le fait de répéter des tâches, on récupérait mieux sur le plan fonctionnel. On peut utiliser également l'imagerie motrice. L'idée, c'est d'apprendre aux patients à imaginer le mouvement et qui s'entraînent. Il y a certains de vos collègues kinés qui ont fait des mémoires là-dessus. Imaginer le mouvement pour ensuite l'entraîner à faire ce mouvement. Et ça va favoriser également la plasticité cérébrale. Et ça, on le voit sur l'IRM fonctionnel. Plus on entraîne les patients à faire de l'imagerie fonctionnelle, de l'imagerie motrice, par exemple, imaginer faire des mouvements de flexion-extension du coude, plus les zones s'activent au niveau de l'IRM fonctionnel. D'accord ? Et ce qui est important, c'est d'imaginer des mouvements vraiment qui ont un sens sur le plan fonctionnel. Par exemple, se laver les dents, imaginer ouvrir une bouteille, etc. Ok ? Donc c'est un grade B dans la Reco HS de 2012. La réalité virtuelle, c'est de plus en plus utilisé, ce qu'on appelle les serious games. Et donc en 2012, c'était un peu le début, ça se développe de plus en plus. L'idée, c'est aussi d'avoir un peu... c'est assez ludique, et il y a une adhérence du patient. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir répéter les tâches. Et à terme, c'est de mettre en place ces serious games à la maison, avec une Wii, avec une Kinect, n'importe quoi. Il y a des jeux maintenant qu'on peut mettre en place à la maison du patient, et l'idée, c'est de toujours répéter. Et donc, pareil, des études, celle de You en 2005, avait évalué l'effet de la réalité virtuelle sur la réorganisation au niveau cortical et la récupération au niveau locomoteur après, chez les patients post-AVC. Vous voyez, c'est une petite étude, 10 patients, 10 patients, c'est faible. Hein. Et ils ont mesuré en fait cet effet d'inhibition entre les deux hémisphères. Et ils ont vu en fait qu'il y avait une amélioration de ce phénomène d'inhibition suite à l'utilisation de jeux virtuels. Et il y avait aussi une amélioration de la fonction motrice avec l'utilisation avec un petit p qui était significatif. Donc je vous invite à lire ces études. Une autre étude, une revue Cochrane, vous voyez, de 2017, qui ne montrait pas en fait de résultats significatifs sur la fonction par rapport aux thérapies conventionnelles. Par contre, il y avait un bénéfice sur la... Alors attendez, que je ne me trompe pas. Donc il n'y avait pas d'amélioration sur la fonction, mais le fait de le rajouter en plus à des soins de kiné standard, en fait c'était jeu virtuel versus réalité virtuelle plus rééducation standard, et le fait de l'ajouter en fait à la rééducation standard, ça a amélioré la fonction. Donc en fait c'est encore une fois la répétition de tâches. C'est sûr que plus le patient a de soins de rééducation, ça paraît logique, hein. Vous voyez, il faut faire des études pour le faire. Plus on fait de tâches, plus le patient récupère. Et l'avantage de ces jeux virtuels, c'est qu'une fois que le patient il est apte à faire ce jeu virtuel, donc on fait les premiers avec le patient pour être sûr qu'il n'y ait pas aussi... des fois avec les casques de réalité virtuelle, vous savez, il y a des sensations un peu de malaise, de vertige.
Mais on fait de la réalité virtuelle, vous allez le voir, sans casque de réalité virtuelle, aussi avec la Kinect, avec des avatars du patient. Et en fait, l'idée, c'est qu'après, de rendre le patient autonome à utiliser ces jeux, et c'est très ludique. Et le patient, en fait, ça l'intéresse plus de jouer aux jeux virtuels que de faire des mouvements répétés avec le kiné. Donc c'est un peu ce côté-là aussi qui est intéressant. Après, on peut utiliser l'électrothérapie. Alors ça, c'est pas souvent utilisé. Parce qu'on a souvent peur un peu des paramètres, les patients, de la douleur, etc. Mais c'est une thérapie qui peut être bien pour stimuler la récupération motrice. Et vous voyez qu'il y a un grade B au niveau de la récupération post-AVC. Donc, tac, tac, tac. Ça, c'est juste une revue littérature qui est récente, vous voyez, 2014, sur 500 études, 18 000 patients, donc une grosse revue, sur les différentes interventions. Et vous voyez, en fait, par exemple, donc vous voyez en bleu, c'est les faibles niveaux d'évidence, donc des techniques qui n'ont pas montré d'efficacité. Et en vert, on a les niveaux d'évidence modérés. Au niveau de la récupération. Et si on regarde, vous voyez la robotique, on va y revenir après, la robotique est plutôt... Alors, je vous ai pas montré, pardon. Là, il y a la fonction, d'accord. Là, il y a le déficit, et là, il y a les activités de vie. Et ils ont regardé, sur chaque thérapie, est-ce que c'était efficace sur la récupération fonctionnelle, sur la récupération du déficit, et sur la récupération des activités de vie quotidienne, ADL. Activity Daily Living, ok. Et vous voyez Bobat, qui est souvent enseigné en école de kiné, low, very low grade evidence. Que ça soit sur la récupération fonctionnelle, sur la récupération du déficit et sur les récupérations des activités en vie courante. Et de plus en plus, on utilise aussi ce qu'on appelle la stimulation, la TDCS, vous l'avez peut-être déjà vu en cours. On a une étude qui va commencer, c'est une kinésithérapeute du service qui est docteur en sciences, qui a fait une thèse de sciences, Karima, et qui là va faire une étude qui va coupler la TDCS et les jeux virtuels. Vous voyez la thérapie contrainte induite, pareil, on a une récupération fonctionnelle, mais pas tellement pas de gros niveau de preuve sur la récupération des activités de vie courantes. Vous voyez, par contre, la thérapie miroir, l'imagerie motrice, niveau de preuve quand même assez bon sur les trois, la récupération fonctionnelle, le déficit moteur et la récupération dans les activités de vie courante. La robotique également. Et après, il y a d'autres, la réalité virtuelle. Okay. Et ce qu'on voit, ce qu'on peut commenter, c'est vraiment la dose d'intervention. Vous voyez, le fait de répéter les tâches, c'est quelque chose qui a été montré comme efficace sur la récupération motrice. Okay. On le voit également ici. Voilà. Donc là, c'est pareil. On voit en fait plus on s'écarte en fait de 1,5 là, pour vous faire simple, plus la technique a montré son efficacité. On voit que l'imagerie motrice, la thérapie miroir, la réalité virtuelle et la thérapie sur contrainte ont des bons scores. La répétitive task, en fait, il faut qu'il y ait un but fonctionnel. Et il vaut mieux faire des tâches la rééducation en bimanuel plutôt qu'en unilatéral, d'accord? Ça va? Tac, tac, tac. Donc ça, je passe. Alors, ce qui est important, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que j'active un peu, si on veut faire la deuxième partie de cours, c'est de prendre en charge la spasticité. Donc après, il y a différentes... la spasticité, elle peut être majorée par des épines, c'est-à-dire que les épines irritatives, c'est n'importe quel stress, physique ou psychologique, va majorer votre spasticité. Donc quand vous avez un patient qui est très spastique et dont la spasticité se majore, il faut regarder s'il n'y a pas un globe vésical, s'il n'y a pas un fécalome, avant de mettre de la toxine botulique dans le muscle, avant de lui mettre du baclofène, et de lever ce globe vésical, de lever ce fécalome. Ça, c'est pas votre rôle, mais voilà, c'est au médecin de gérer ça, ou à l'infirmière. Mais voilà, il faut aller explorer. Si un jour en cabinet, vous avez un patient de kinésithérapie qui a une spasticité qui se majore, que ça soit un patient CEP ou AVC, pensez à ces épines irritatives, d'accord? Et en fait, il y a le fait de lever l'épine irritative, donc d'enlever le fécalome, de vidanger la vessie, ça va vous diminuer la spasticité, d'accord? Donc ça, c'est important que vous le sachiez.
Après, il y a différents traitements pour la spasticité, du moins invasif, les étirements, la posture par des attelles, au plus invasif, la chirurgie, et entre les deux, des fois on fait des injections de toxines botuliques ou voilà, différentes techniques. Donc de plus en plus, on pousse les patients à apprendre les auto-exercices. Ça, c'est votre rôle aussi de rendre autonome le patient. Non pas pour qu'il n'aille plus voir le kiné, il faut que vous continuiez à travailler, mais il faut aussi que le patient, entre les séances de kiné, il puisse entretenir ce que vous avez pu gagner dans les séances. D'accord ? Donc vous voyez, on a développé des carnets d'auto-rééducation comme celui-ci, où vous pouvez marquer le nombre de fois par semaine il doit faire cet exercice, la durée. Ok ? C'est un suivi qui doit être pluridisciplinaire avec le médecin, le kiné, l'ergo. En conclusion, du coup, vous voyez, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas une stratégie plus que l'autre. Il faut des stratégies qui s'adaptent au patient, il faut répéter les différentes techniques. Et après, vous avez je vous ai montré les différents bilans pour suivre l'évolution de votre patient au cours du temps. D'accord ? Vous avez des questions sur cette première partie ? On va parler des technologies appliquées à la rééducation et à la rééducation du membre supérieur. Donc la robotique, vous voyez, ça c'est les nombres de publications qui ont été faites sur le sujet, l'utilisation des robots dans la récupération motrice après un AVC, et vous voyez, ça se développe de plus en plus dans notre spécialité. Donc avant, c'était un outil de réadaptation, c'est-à-dire de compenser un déficit. La réadaptation, le déficit est installé, on n'arrive pas à récupérer, donc on va trouver des stratégies de compensation. Et de plus en plus, c'est un outil de rééducation pour réduire le déficit, réduire l'impotence fonctionnelle. D'accord ? Donc le fonctionnement, en fait, il y a des technologies plus simples, avec des systèmes pour, comme vous avez des patients qui ont des membres supérieurs qui n'arrivent pas à lever contre pesanteur, c'est des systèmes qui vont permettre de poser le membre dessus et de favoriser les mouvements du membre supérieur contre pesanteur. D'accord ? Donc ça, c'est l'Arméo, on en a un dans le service, je vais vous montrer une vidéo après. Et on va pouvoir aussi travailler la préhension. D'accord ? Donc c'est un système où on pose le bras, il n'y a pas de moteur, et en fait, le patient va pouvoir bouger, et il va être aidé en fait par ce support pour bouger dans les différents plans de l'espace contre la gravité. Et on peut rajouter des pinces en distalité pour travailler les mouvements de préhension. Et devant lui, en fait, il y aura un écran avec des jeux vidéo, je vais vous montrer une vidéo après, où il va essayer d'aller attraper les fleurs, aller shooter des oiseaux, etc. Okay ? Après, il y a des technologies plus complexes, avec des manipulandomes, c'est des systèmes de câbles en fait, qui permettent de bouger le membre supérieur, ou des robots spécifiques. Les manipulandomes, en fait, c'est plus avec des poids. Et après, on a des orthèses robotisées, donc les exosquelettes, vous en avez peut-être déjà vu. Donc après, on a des arthromoteurs, on a des modes perturbateurs, c'est-à-dire on va venir perturber le mouvement pour essayer de complexifier la tâche du patient, augmenter soit la résistance, induire des erreurs pour que le patient apprenne à corriger, d'accord ? Et ce qui est toujours important, toujours travailler en bimanuel. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir un feedback. Alors le feedback, il peut être auditif, il peut être visuel, il peut être sensitif. On peut mettre sur les robots des systèmes de vibration pour que le patient il ait un retour. Ça, ce feedback visuel, auditif, sensoriel, ça va favoriser aussi la plasticité cérébrale. D'accord ? Et le patient va pouvoir s'auto-corriger en se voyant aussi sur l'écran s'il y a un avatar qui représente son mouvement. Ok ? Je vais vous lister un peu les différents moments. Donc ça c'est l'InMotion, c'est un peu comme l'Arméo. C'est un système en fait antigravitaire. Donc en fait, vous voyez le patient, il n'y a pas de robot qui entraîne le bras là. Le patient a le bras posé sur le bras articulé en fait. Et il va, avec les mouvements, en fait, ça va surtout travailler finalement l'épaule, la partie proximale. Et il va aller essayer de passer par exemple ici un labyrinthe et se balader dans le labyrinthe. Et donc on peut travailler soit dans un environnement 2D ou 3D. Ok ? Donc c'est plutôt pour travailler les mouvements proximaux du membre supérieur. Donc là, un autre système, des robots à câble. Donc là, le Neurobot, donc ça, nous on l'a pas dans le service, celui-là. Donc c'est le même principe, on va avoir un système qui va permettre d'alléger le poids du corps et le patient va pouvoir bouger le bras en 3 dimensions, ce qui va lui permettre d'avoir moins d'énergie à développer. Ça va être moins coûteux en énergie pour lui. Il va pouvoir aussi pareil travailler plutôt la partie supérieure. Et on peut aussi avoir un feedback visuel avec un écran devant lui et corriger. Le patient va pouvoir corriger en direct ses erreurs.
Donc après, vous voyez, on a des robots bimanuels pour travailler vraiment. Le bimanuel, c'est important toujours dans cette balance interhémisphérique droite-gauche. Donc il y a le MIM, donc ça pareil, nous on l'a pas, c'est des dispositifs qui sont, ça c'est assez ancien. Alors, après on peut avoir des techniques, ça c'est pour la réadaptation. Je vous remontrerai d'autres robots après, des vidéos. Donc ça c'est des outils pas de rééducation mais pour compenser le défi. Donc ça c'est des anciens systèmes et vous voyez, on peut avoir des patients qui ont vraiment des déficits pour mettre la main à la bouche, on peut leur mettre les bras sur des supports qui vont leur permettre des mouvements avec moins de coûts énergétiques. Donc ça, je vous avouerai, en pratique courante, je ne l'ai jamais mis à un patient. Et bon, sachez que ça existe. Voilà, après, vous voyez, il y avait des systèmes old school dans les années 90 pour aller chercher des objets à distance. Vous voyez là, un gros robot pour amener le verre à la bouche. Donc c'est quand même des choses qui ne sont pas commercialisées, qui restent très chères. Hein. Vous n'avez pas de patient, il n'y a aucun patient qui a ça en France. Hein. Ça, le Spartacus, c'était pareil, c'était des gros bras articulés, un peu comme dans Terminator. Voilà, donc vous voyez, l'idée avec les années, ça a été de miniaturiser un peu tout ça, surtout les ordinateurs, vous voyez, et les bras. Je passe un peu. Alors, ça c'est le Manus, je crois que j'ai une vidéo de celui-ci. Donc vous voyez, c'est des diffusions qui sont très confidentielles, c'est-à-dire il y a très peu de patients qui l'ont en France, ça coûte très cher, c'est des prototypes. Faut accepter d'avoir ça aussi, se balader, vous voyez, aller faire vos courses avec un gros truc comme ça, au supermarché. Le Raptor, donc c'est juste pour vous lisser un peu, vous montrer un peu l'historique l'évolution un peu des robots. Et on va arriver à des trucs un peu plus petits, entre guillemets, qu'on va pouvoir fixer sur les fauteuils roulants. Genre, normalement, j'ai le Jaco en vidéo. Ouais. Bon, rapidement. Hein. Bon, c'est utilisé dans plein de pathologies. Hein. Ce jeune homme, je pense qu'il a eu une paralysie cérébrale dans l'enfance. Mais c'est aussi votre rôle en tant que kiné d'aller travailler dans les labos de recherche et vous connaissez sur le terrain les défis des patients. Parce que les ingénieurs qui développent ça, ils n'ont pas votre qualité que vous avez d'évaluation des patients sur le terrain. Et donc c'est important de vous investir dans la recherche pour développer des systèmes de plus en plus petits et de moins en moins onéreux. Donc là c'est des patients qui sont tétraparétiques sur d'autres pathologies post-AVC, mais voilà, bon ça reste, honnêtement moi j'ai jamais eu un patient à Montpellier qui avait ça, hein. Donc c'est très anecdotique, mais à l'avenir, il faudra voir si ça se démocratise, quoi. Donc vous voyez, on peut avoir des commandes au niveau des pieds. Ça peut être pour des patients qui ont des mouvements dystoniques aussi, hein, qui n'arrivent pas à faire des mouvements fins. Et... ouais, c'est assez fou quand même. Donc vous voyez, ça c'est en l'espace d'une dizaine d'années, et donc avec les progrès. Et je vous invite à aller aussi au congrès de la SOFMER qui est à Bordeaux dans 2 semaines, au congrès des ELPR qui est montpelliérain, qui est tous les ans fin mars, où il y a des labos qui montrent cette nouvelle technologie. Voilà, en gros. Voilà, ok. On va revenir à la présentation. Donc, alors, je vais vous montrer le Kniter Eater. Ça, c'est quelque chose d'assez simple. Alors, par contre, ça coûte hyper cher. Plusieurs, je crois que c'est 2000-3000 euros au moins. Mais c'est des patients surtout qui ont des mouvements dystoniques. Souvent, des patients qui ont des hymparésies, dont des mouvements comme ça de tremblement, ils peuvent pas manger. J'ai eu un patient récemment, un jeune patient de 30 ans, il a été policier, il s'est fait renverser, tirer dessus. Et il a un syndrome de Lance-Adams avec des mouvements anormaux. Et du coup, on lui a proposé ça. Donc, j'ai pas la vidéo de mon patient, mais je vais vous montrer un peu le principe. L'idée, c'est que ce bras, en fait, il absorbe les mouvements du patient. Donc ça peut être utilisé chez les patients qui ont des Parkinson. Vous voyez ce jeune enfant qui a une paralysie cérébrale avec des mouvements dystono-dyskinétiques. Donc soit, donc vous voyez, il y a une assiette avec un rebord adapté pour éviter que ça parte dans tous les sens. Vous voyez, une personne amputée. Donc soit il y a un retour automatique, donc après c'est des réglages qu'on adapte, hein. La résistance, on peut diminuer ou augmenter la résistance du bras pour que le retour se fasse plus ou moins lentement.
Donc voilà, c'est un monsieur là qui a probablement un syndrome parkinsonien. Voilà, il a des mouvements anormaux. Donc ça c'est des outils simples si vous les avez. Donc le problème c'est que ça coûte assez cher. C'est a priori je le souvenir très peu remboursé par la Sécu. Et ça peut rendre les patients autonomes, éviter que ce soit une tierce personne qui leur donne à manger. Donc c'est sûr, c'est gros, c'est pas hyper joli, mais ça peut vraiment être un outil important. Ok. Tac. Alors pour la rééducation, alors les avantages. Comme je vous l'ai dit, les avantages de ces robots, ça va être de pouvoir répéter les séances. Parce que l'idée, c'est pareil, c'est de pas remplacer le kiné. Encore une fois, vous êtes indispensable, mais de compléter votre action. Par exemple, si vous mettez un patient avec le robot à côté de vous, vous pouvez, ça vous laisse du temps pour être avec un autre patient à côté et surveiller. D'accord. Et ça permet aux patients d'avoir plus de temps de rééducation en quantité, mais également en qualité. Et après, on peut avoir différents paramètres. Les robots sont modulables, hein, c'est de l'informatique, donc vous pouvez enrichir votre système avec des feedbacks virtuels, avec des écrans. Je vais vous montrer des vidéos après, où le patient, il va faire le mouvement avec un exosquelette et il va s'imaginer qu'il est en train de marcher dans la campagne. D'accord ? Et c'est ce côté ludique aussi, les patients ils adhèrent et du coup ils en redemandent quoi, vraiment dans le service. Et ça va agir, le fait de répéter la tâche, d'avoir le feedback, ça va agir sur la plasticité cérébrale. Donc ça va améliorer la commande motrice, la coordination, prévenir les complications, la vitesse d'exécution des gestes, etc. Alors on a des robots qui permettent d'évaluer aussi vos patients. Donc là on est sur la partie bilan. Donc les dynamomètres, on a vu tout à l'heure des dynamomètres, le Jamar notamment. On a des machines un peu plus poussées, vous l'avez peut-être vu dans les services de rééducation, les machines d'isocinétique qui permettent de mesurer la force en isométrique, isocinétique, excentrique, concentrique, membre inf, membre sup, tronc supérieur, le tronc, pardon. Après on a des différents capteurs, bon ça c'est des capteurs pour voir un peu le déplacement du membre supérieur. Et vous voyez ça, c'est ce qu'on appelle les actimètres, les deux bracelets. C'est pas parce que je suis sous liberté conditionnelle que j'ai ça, c'est des actimètres pour une étude. Et c'est une étudiante, c'est la même kiné là, qui est doctorante, qui fait une étude et les médecins on sert de cobaye. C'est des bracelets d'actimétrie, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc avant on avait des gros capteurs comme ça là sur les patients. Maintenant vous voyez on a des petits bracelets qu'on peut porter de façon plus pratique, sans câble. Ça c'est le système Zebris, ça on l'a dans le service. Vous voyez c'est un petit capteur ici et on voit en fait les mouvements du membre supérieur et ça peut servir de bilan, pareil, pré et post rééducation. Mais voilà, ça demande d'être dans un labo d'analyse du mouvement, d'accord. C'est pas quelque chose qui peut être mis dans le milieu de vie du patient comme ces petits bracelets d'actimétrie. Mais voilà, c'est des systèmes qui sont validés dans la littérature. Si un jour vous faites de la recherche, vous seriez peut-être amené à utiliser le Zebris. Donc après, on peut utiliser aussi ces machines, notamment en médecine du sport, pour faire tout ce qui est bilan du rugbyman, pour voir ses forces au niveau du quadriceps avant un match. Donc nous, tous les joueurs du MHR ou de Perpignan, ils viennent faire leur test d'isocinétisme dans le service, ou après les volleyeurs ou n'importe quoi, tous les sports. Pour voir un peu les capacités après une blessure par exemple. Aussi on peut voir si après la récupération, est-ce que le patient il a récupéré de sa blessure ou pas. Okay. Donc il y a le tronc, membre inf, membre supérieur. Okay. Donc ça vous permet de voir en concentrique, en excentrique la force de votre patient. On peut faire aussi coupler ça avec de la stimulation électrique. Et après on a des robots aussi. Donc en fait tous les robots qu'on utilise, ils vous donnent des données chiffré. Donc ça c'est pas mal parce que si vous faites un programme de rééducation, vous pouvez faire un test au départ et un test à la fin et voir un petit peu si le patient il a réussi à shooter plus d'oiseaux qu'à son entrée, d'accord. Et c'est aussi, vous verrez, les patients, il y a un peu une compétition entre eux quoi. Toi t'as shooté combien de patients donc c'est important ce côté ludique parce que si votre patient il est motivé pour la rééducation, ouais, c'est le côté un peu compète quoi, d'accord.
Donc après, il y a des robots qui font du passif, je vous l'ai dit, hein, les patients qu'on fait pédaler en réanimation. Il y a de l'actif aidé, parce que c'est des cyclo-ergomètres. Quand le patient il commence à pédaler, en fait, quand commence à avoir une contraction, la machine arrive à le détecter et elle laisse le patient faire la commande volontaire en actif. Donc sur ces robots, on peut avoir aussi du passif, de l'actif aidé. Donc l'Arméo, je vais vous montrer une vidéo, c'est un robot qu'on a dans le service pour travailler le membre supérieur. Donc vous voyez, on a un écran et ça c'est le InMotion, mais c'est le même principe pour l'Arméo. Et le patient va avoir un feedback de ses mouvements sur l'écran. Alors hop. Alors ça c'est quoi? Alors ça j'y reviendrai, c'est le InMotion. Alors, ouais, on est même passé dans le Midi Libre récemment. Il y a un élément septal permettant pour avoir le MPR, comme le centre Bon, je vous passe parce que les patients voyez, ça c'est qui peuvent rester avec des ça c'est l'Arméo. Et d'autres qui peuvent récupérer. Vous voyez, elle va pêcher les petits poissons là sur l'écran. De chaque patient, donc c'est notre but de les accompagner au fur et à mesure et de réévaluer. Vous voyez, elle va aller faire son petit marché. Que ça soit à la phase aiguë, puis après. Donc c'est côté très ludique. Donc cette dame, elle était à 3 mois de l'AVC, je crois. Après coup. 3 semaines. Après coup, on imagine, on a beaucoup de détresse parce que un truc comme moi qui suis très d'indépendance, qui suis très de partout, active, j'étais un petit peu désespérée, mais. Et vous voyez là ici. On a juste un plot où la personne elle met sa main dessus, mais on peut rajouter un module où le patient peut avoir des mouvements de préhension globale de la main. D'accord? C'est quelque chose qu'on rajoute. Par contre, vous voyez, en fait, il n'y a pas de moteur. Tous les mouvements du bras articulé, c'est la patiente qui l'entraîne. D'accord? C'est vraiment à visée antigravitaire. Bien, tu vas y arriver. Donc ça travaille surtout l'épaule, un peu le coude bien sûr. Avec les nouvelles technologies, il y a des nouvelles. Ouais, ils ont fait des effets spéciaux. Systèmes de rééducation et du coup, on peut travailler aussi la préhension globale. Qui sont alors hop, on accélère parce qu'il est moche lui. De récupération principale sur les 3 premiers mois. Et il y a un plateau de récupération qui s'installe après. Donc ça c'est une collègue ergothérapeute. Donc c'est des outils qui sont utilisés par les ergos, par les kinés. Et c'est 3 semaines bientôt. Qu'est-ce que vous ne faisiez pas et que vous pouvez faire aujourd'hui? Ce que je ne faisais pas, c'était déjà ma main que j'ouvre. Bon, c'est un AVC qui a bien récupéré assez vite. On a mis des patients au top pour le journal. Et vous voyez, cette dame, elle c'est un AVC plutôt en phase chronique. Et même en phase chronique, ça a un intérêt. Cette dame a été longtemps en fauteuil roulant. Et là, elle a récupéré la marche. Et vous voyez, en fait, elle se dépasse. Hop. Chez moi, je coupe la viande. Petit à petit, il n'y a pas de... Vous voyez, là, il y a la Kinect, en fait, qui va détecter le mouvement du patient. Et du coup, elle va pouvoir se déplacer. En fait, le petit bonhomme, c'est elle, là. Et elle va aller choper les fleurs et les mettre dans la brouette. Ok. Et donc ce côté-là, de jeu, en fait, les patients ils sont attaqués. Et là, vous voyez, on a un casque de réalité virtuelle pour les patients qui sont un peu plus stables. On leur met le casque de réalité virtuelle. Et pareil, ça c'est pas mal pour travailler l'équilibre. D'accord. Et en fait, les patients qui sont un peu douloureux chroniques, on parle d'autres patients, mais les lombalgiques, les patients qui ont des syndromes douloureux régionaux complexes, qui ont peur du mouvement. Vous les mettez dans le casque de réalité virtuelle, ils sont au taquet, ils bougent dans tous les sens, vous les filmez, vous leur montrez, vous voyez ce que vous arrivez à faire, et les patients ils sont bluffés en fait. Et après ils prennent conscience qu'en fait ils ont des capacités. Ok. Donc ça c'est hyper important, et il y a une adhésion un peu plus grande du patient. J'étais hémiplégique. Voilà. La rééducation continue. Bon, elle bouge bien. 8 places. Ah oui, c'est beaucoup de travail. Je suis autonome. Je reconduis avec une voiture automatique. Voilà. Petit témoignage. Alors le InMotion, le réappelant en fait, vous voyez, c'est pas donné. 65 000 €. On peut pas l'avoir partout. Et du coup, le InMotion, c'est pas mal aussi comme système. On va l'avoir dans le service bientôt. Et c'est pareil, ça va être pour travailler sur un plan. Et vous allez voir, il y a... Donc là, c'est le bras articulé. Donc pardon, ça c'est le bras articulé, c'est comme l'Arméo. C'est une autre marque en fait, c'est le même principe. Et vous voyez que là ici, ils ont rajouté le module pour travailler la pince au niveau
palmaire. Donc après le patient il va avoir des résultats et on va suivre ces résultats au fur et à mesure de la rééducation. Et après on a le réaplan. Le réaplan, vous voyez, c'est ce système-là, c'est un autre système, vous voyez, une tablette un peu, et le patient, ça va travailler pareil, la flexion du coude, le poignet un petit peu, et aussi l'épaule. Et donc c'est un travail sur un plan... Alors je vais voir si j'ai pas une autre vidéo. Nous on l'a utilisé dans le service pour le projet Margot, je vais vous en parler après. Donc ça c'était une patiente du service, vous voyez, ça lui permet de se déplacer. Donc là elle travaille en bimanuel, hein, mais en actif aidé. On lui dira pas, madame, on lui dira pas. Donc ça c'est dans le cadre d'une étude qu'on a faite hein, dans le service, avec toujours la même kiné, doctorante, c'était son sujet de thèse. Donc je vais revenir sur le protocole Marado. Donc ça je voulais parler. Le locomate. Alors après on a des robots. On a des robots en fait qui sont utilisés, des exosquelettes qui peuvent être utilisés. Ça on va l'avoir bientôt dans le service. C'est pour faire de la marche en suspension. Et vous voyez, le patient, ça vous l'avez peut-être vu dans les congrès. Avant on mettait les patients dans un harnais, on le soulevait, c'est ce qui est pour travailler la marche. Maintenant on les met dans des exosquelettes. Et vous voyez, il y a un feedback visuel, pareil. Donc là le patient il vole, mais on peut le faire marcher dans la campagne, on peut voilà. Et donc c'est des outils voilà, pour travailler le schéma de marche, notamment. Okay. Et après rien n'empêche aussi de coupler avec une activité au niveau des membres supérieurs devant. Donc voilà, ça c'est le système InMotion hein, que je vous ai montré, l'Armeo pardon. De nombreuses études qui ont démontré qu'elle était existante. Actuellement, les études avec le type de matériel que l'on a aujourd'hui... Bon, ça c'est un ancien Armeo. Hein. Nous on a la version plus légère que vous avez vue tout à l'heure. Alors l'étude Margot, c'est une étude qu'on a faite dans le service du coup. L'objectif c'était d'étudier la récupération de la fonction de l'appréhension chez les hémiplégiques avec l'utilisation de jeux virtuels à côté des techniques de rééducation standard. Et donc c'était un essai contrôlé et randomisé, c'est-à-dire qu'il y avait deux groupes et les deux patients étaient mis au hasard dans chacun des groupes. C'était une petite étude, hein, 51 patients. Et donc il y avait un groupe qui avait la rééducation plus un temps d'ergothérapie supplémentaire, ou un groupe qui avait rééducation standard plus de la réalité virtuelle. Et en fait on avait une amélioration en fait du score de Fugl-Meyer. Donc je vous ai parlé hein, et du box and block test, d'accord, dans le groupe qui avait eu la réalité virtuelle comparativement au groupe qui avait eu kiné plus ergo. Donc ça c'est une photo de l'étude. Et donc cette étude Cochrane récente de 2018, vous voyez, de 45 études, a montré en fait que les machines, les robots en fait avaient amélioré en fait l'activité, enfin les tâches de l'activité quotidienne, la fonction et la force. Par contre, il y avait pas de risque majeur, il n'y avait pas d'effet indésirable particulier. Et qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à cette étude globalement, c'était ça. Mais il y avait ce qui est important de voir, c'est qu'il y avait une amélioration de la fonction. Mais le problème, comme dans toute étude en rééducation, c'est qu'il n'y a jamais de protocole vraiment standardisé, comparable. Donc ce qui rendait la revue de littérature un peu difficile. Cette revue de littérature montrait en fait... Dana, que je relis, excusez-moi. Donc il y avait une amélioration du score de Fugl-Meyer en fait dans des études qui utilisaient en fait les interfaces cerveau-machine médiées par électroencéphalographie. Donc des fois on a des robots qui sont commandés par EEG, mais il n'y avait pas, c'était assez faible quand même. Vous voyez, il y avait seulement 8 études sur 9 qui avaient un major outcome, ce qui est pas mal, et c'est que 9 études. Et les bénéfices de la stimulation électrique fonctionnelle associés à l'interface étaient retrouvés dans 3 études. Tac. Donc là, c'était une étude qui, pareil, une étude qui regardait, enfin une revue de littérature qui regardait l'impact des robots pour la rééducation du membre supérieur. Donc 17 études. Donc vous voyez toujours le Fugl-Meyer qui est utilisé comme critère de mesure et l'échelle d'Ashworth.
Et du coup, on voyait que par rapport à la thérapie, à la rééducation standard, la rééducation robotisée était plus effective, était plus efficace sur la récupération fonctionnelle. Mais il n'y avait pas de récupération de la déficience. Ça, c'est important. Donc, on voit qu'il n'y avait pas forcément de récupération de la déficience ni dans les activités de vie courante, mais par contre, on avait une amélioration de la fonction. C'est-à-dire quand on demandait au patient d'ouvrir une bouteille, il y arrivait. Par contre, après, dans les tâches de la vie courante, il n'y avait pas forcément d'amélioration. Ok. Après, les difficultés, donc c'est bien sûr l'accès de ces technologies aux patients, aussi aux professionnels, parce qu'il faut pouvoir acquérir ces robots. Vous avez vu, c'est à coût de 65 000 €. Et du coup, il va falloir poursuivre les études pour mettre en évidence l'intérêt de ces outils. Donc les perspectives, donc c'est de faire participer les usagers, les associations de patients, les labos de recherche, les équipes cliniques. Et là, c'est votre rôle qui est important, c'est de vous participer au développement de ces nouvelles technologies. Donc vous pouvez très bien travailler plus tard pour des labos de recherche et développer. Il y a des kinés qui font que de la recherche après, et qui travaillent dans des labos de recherche, notamment à Lausanne, là, sur des patients para là, qui ont été appareillés d'exosquelettes avec des stimulateurs implantés. Il y a des kinés qui font partie de l'équipe. Donc vraiment, c'est quelque chose en plus. Moi, je vous invite vraiment à faire de la recherche. On a combien de temps? Un quart d'heure. Objet connecté. Je vais déborder un tout petit peu peut-être. Mais ça va aller vite, promis. C'est très listing, vous verrez. C'est très listing, ça va aller vite. L'idée, c'est de vous montrer un peu, de vous faire un éventail des objets. Alors, les objets connectés, vous le voyez dans votre vie de tous les jours, ils ont un impact à la fois sur l'environnement. De toute façon, je vous laisserai lire cette diapo. L'idée, c'est à la fois d'avoir des datas pour la recherche, à analyser les mouvements de votre patient dans son milieu de vie, et améliorer ensuite ses performances. Donc vous voyez, on a des analyses du mouvement, donc on a des chaussures avec des capteurs intégrés, on va avoir des semelles connectées. Donc là je vous ai mis différents modèles qu'on peut retrouver dans le commerce. Donc il y en a qui sont connectés à votre téléphone pour voir le FitMe par exemple, c'est pas mal, ça permet de voir les niveaux d'appui sur l'avant-pied, l'arrière-pied, pour éventuellement après mettre en place des orthèses plantaires sur mesure. Donc les objets, ça c'est les actimètres, c'est le petit bracelet que j'ai sous les poignets. Donc c'est des actimètres, ça permet de mesurer l'activité de votre patient. Donc on peut l'utiliser pour mesurer son activité de marche. C'est ce qui est utilisé notamment dans tout ce qui est dans vos téléphones en fait. Dans vos téléphones, vous avez des accéléromètres, des actimètres qui sont en fait issus en fait de tout ce qui est l'aéronautique. Les avions en fait, ils sont dirigés par des centrales inertielles dans lesquelles il y a des actimètres, des gyroscopes, des magnétomètres. Et bien, ces technologies, on les a mises ensuite dans des téléphones pour pouvoir mesurer sur Strava vos performances. Ok. Donc c'est utilisé. Ça, c'est des centrales inertielles, c'est ce que je vous disais. C'est des petits capteurs qui combinent accéléromètre, gyroscope, magnétomètre. Ça, c'est ce que j'ai utilisé pour ma thèse de médecine. C'était pour mesurer les angles de dorsiflexion du pied. Actuellement, vous savez, pour les défis de releveur du pied, on met des attelles aux patients, mais il y a des systèmes aussi qui sont électriques. Le Bionel, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est un système en fait, quand le patient enlève le talon, il y a un petit capteur. En fait, sur ce modèle-là, ça va être le mouvement du segment jambier. Il y a différents modèles. Soit c'est un capteur au niveau du talon, dès que le talon décolle, il y aura une stimulation électrique au niveau du nerf fibulaire commun qui va stimuler le tibial antérieur et entraîner un relevé du pied. Et ici sur le L300 Géo, en fait c'est une petite centrale inertielle qui est à ce niveau-là. Et dès que le segment jambier va commencer une phase oscillante, en fait on va avoir une simulation qui va être déclenchée. La phase oscillante va être détectée par la centrale inertielle et il va y avoir une stimulation électrique au niveau du nerf fibulaire commun. Le problème c'est que cet appareil ça coûte 5 000, 3 000 ou 5 000 euros et l'orthèse ça coûte 100, 200 euros. Et les deux ont montré, ça c'est aussi efficace qu'une orthèse simple dans la littérature. Mais du coup la sécurité sociale elle préfère rembourser le truc à 300 balles. Ça paraît logique. Mais l'idée c'est d'améliorer ces techniques et mon sujet de thèse c'était de mettre en place des centrales inertielles un peu plus performantes. Parce qu'actuellement ces systèmes qui sont commercialisés c'est toujours le même paramètre de stimulation sur les releveurs du pied. Et l'idée c'est de mettre en place des centrales inertielles qui analysent les performances du patient en direct et que la stimulation soit adaptée aux performances. Donc c'est-à-dire que si le patient il n'est pas fatigué, il n'y a pas de stim. Si par contre la centrale inertielle détecte que le patient lève moins bien la jambe, elle déclenche la stimulation.
Et l'idée, c'était donc on a montré que les centrales inertielles étaient efficaces dans l'analyse du mouvement. La phase d'après, ça va être de le mettre en place avec ce système-là. D'accord ? Voilà, juste des petits exemples de recherche. Après, vous avez des fourchettes connectées, notamment pour les patients qui ont des troubles je vous l'ai montré tout à l'heure, des patients qui ont des tremblements. Il y a certaines fourchettes, comme celle-ci, où je vous l'avouerai, je ne l'ai pas essayé, mais c'est des techniques qui peuvent être... qui vont limiter en fait les tremblements. Bon, c'est pas donné, hein, la fourchette, $200, non remboursé. Après, pour les personnes qui ont de l'HTA, il y a des fourchettes qui détectent le taux de sel et qui vont faire des petites décharges électriques dans la bouche du patient pour lui dire attention, t'as mis trop de sel. Ok, c'est un peu méchant, mais ouais, c'est un peu gadget, hein. Mais c'est pour vous dire qu'avec l'avenir, on a des outils et ça, enfin vraiment, c'est une voie de recherche pour vous aussi. Si vous avez une bonne idée, ça peut être intéressant. Et après, vous voyez, on a des fourchettes qui analysent la durée des repas. Ça peut être intéressant chez les personnes qui ont des troubles de déglutition. Si on voit qu'ils mangent trop lentement, ça veut dire que peut-être qu'il y a des troubles de déglutition, de dentition. Donc ça va mesurer aussi les mouvements du patient. Donc vous voyez, c'est toute cette stratégie qui peut être utilisée notamment en gériatrie. On a des cannes connectées, avec des cannes qui disent aux patients malvoyantes prends à droite, prends à gauche, attention là t'as un retard. Donc vous pouvez mettre les horaires de bus, etc. Donc ça c'est pas mal. Après bon, les plus gros trucs, les robots, bon ça c'est connu, hein, mais avant vous voyez c'était des gros trucs comme ça, hein, des gros robots aspirateurs ou qui vous vidaient de la vaisselle. Bon c'est très gadget, très prototype, mais voilà, c'est des outils. Et ça, le robot, le Roomba, c'est des choses qui sont commercialisées et que vous pouvez avoir chez les personnes qui peuvent plus faire leur ménage, par exemple. Après, il y a de plus en plus des robots d'assistance, notamment pour les personnes âgées. Des robots qui détectent que la personne âgée a chuté, qui va déclencher l'alerte, notamment. Et après, il y a des techniques aussi pour favoriser la communication. Donc, vous voyez, là, pour des enfants ou des claviers un peu plus adaptés, on a des pilotages avec la tête ou avec la bouche, avec le souffle. Il y a certains patients qui sont tétraparétiques qui dirigent de la domotique avec le souffle ou avec la langue ou avec la bouche. D'accord ? Il y a des patients qui dirigent leur fauteuil roulant électrique avec leur bouche ou avec la tête. Ça demande un apprentissage, mais on a des capteurs pour ça. D'accord ? Vous voyez, ce patient, il est traqué, ventilé et il est piloté par les mouvements de la tête. D'accord ? Il fait des mouvements de la tête et il arrive à déplacer sa souris. On met souvent un petit capteur avant on mettait un petit capteur sur la tête qui était détecté par la caméra et le patient bougeant la tête bougeait sa souris. Pilotage à la voix, bon ça c'est plus ancien. Et après on peut avoir des claviers incrustés à l'écran. Vous voyez, il y a plein d'outils de communication. On a des synthétiseurs vocaux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des patients avec des synthétiseurs vocaux. C'est des tablettes. En fait, il y a déjà des mots ou des débuts de mots, des syllabes qui sont mises. Par exemple, pas, ta. Et en fait, la patiente, elle va cliquer. Pas, ta, te. Et en fait, après, elle va cliquer sur les différentes syllabes. Et ensuite, elle va faire lecture. Et c'est une voix qui va dire la phrase. Ça, c'est des synthétiseurs vocaux. Ok ? Donc, il y a plein de modèles. Moi, j'ai une jeune patiente qui communique avec ça. Ou alors, ça peut être des symboles. À la fin, elle va cliquer sur le logo manger et le synthétiseur va dire j'ai faim. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Ça, c'est un patient Lockton syndrome. Hein, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, il a fait un AVC au niveau du tronc cérébral. Donc, il est tétraparégique. Et vous voyez, ils ont un alphabet qui est particulier. En fait, on leur dit ligne 1, ils font rien. Ligne 2, ils clignent des yeux. Et là, tu fais A. Non. Je sais plus quelle lettre. Je crois que c'est D. Il sélectionne la lettre. Comme ça. Et il y a Jean-Dominique Bobby, il a fait son livre comme ça. Vous voyez ? Juste en sélectionnant la ligne. Alors le nom, cet alphabet a un nom, je l'ai oublié, mais c'est un alphabet qui est dédié vraiment pour les patients Lockton syndrome. Et je vous invite vraiment à lire ce livre ou à voir le film. Et l'association Alice, c'est une association qui s'occupe de ces patients, qui est très bien, qui est une association française. Ils ont un site internet si vous voulez voir. Après, on a des pilotages au regard. Maintenant, on a des tablettes. Ça, c'est le Tobii. J'ai des patients, moi, ça vous l'avez peut-être déjà vu. En fait, il y a des capteurs ici des yeux. Donc, en fait, on met la tablette devant le patient. La tablette détecte les mouvements oculaires, il faut la calibrer. Hein, détecte les mouvements oculaires et après, le patient, il peut aller sur sa tablette, aller sur Internet, appeler ses enfants, aller sur Netflix. Voilà, il peut jouer, il peut faire plein de choses. Donc, moi, j'ai des patients qui sont tétraparétiques et qui n'ont aucune commande, même pas de la tête, ils n'ont rien. Ils n'ont que la commande des yeux et ils communiquent grâce à ça.
Ok, ça coûte 10 000 € à peu près. Donc ça permet, ces interfaces cerveau-machine, ou ces domotiques, ça va vous permettre de contrôler l'environnement. Donc vous voyez, on peut avoir des capteurs pour diriger la télé à distance. Des interrupteurs adaptés, si les patients ils ont des prises fines difficiles. J'accélère un peu. Ça c'est des petits exemples hein, de télécommandes adaptées. Vous voyez, différentes touches pour sonner, alerter les patients. Des fois, on a des mouvements, des détecteurs de tête pour que le patient puisse alerter les infirmières. Vous voyez, ici, le patient avec sa tête, il va aller cogner le capteur pour prévenir qu'il y a un problème. Ok. Donc, je passe rapidement. Différentes tablettes. Voilà. Merci pour votre attention. Si je vous aurai le diapo normalement. Vous l'avez déjà. Ok. Parfait. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez faim? Je vous invite à venir vraiment dans le service hein, si vous voulez voir ces techniques. Même si vous voulez juste voir une séance comment ça se passe, vous m'envoyez un mail. Je vous remets mes mails. Et si vous voulez venir voir comment ça se passe la salle de jeu virtuelle, vous m'écrivez, je vous mets en contact avec la cadre des kinés et on organise ça. Ok. Ouais. Désolé, c'était un peu long. Ça va? Ça a été dans les autres salles? Ouais.